Vas-y, oui. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. On va proposer 3 temps ce soir. Je vais commencer par vous présenter d'entre vous le choix, je vais dire quelques mots. Puis un peu ce qui va se passer ce soir. Je vais préparer à Julien, Christophe, qui ont organisé cette soirée, les 4 soirées débats que nous organisons pour les 4 il y aura un temps d'échange, je vais vous être expliqué avec des personnes qui ont eu la gentillesse de venir nous expliquer quels sont leurs engagements pour mettre en œuvre la transition qui est faite ce soir. Et puis, nous aurons un temps d'échange évidemment avec vous suite à cette présentation de tout ce qui est la transition. Et on terminera par un temps plus large où on vous donnera la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur tous les sujets qui concernent donc, ces élections municipales à Veille-et-Corps et avec moi sur tous. Et voilà comment on va décliner cette soirée, sachant qu'on terminera pour ceux qui souhaiteront. Je vais donc me présenter, je suis Jean-Philippe Dumont, j'ai l'immense plaisir d'être tête de liste d'Auze, Orléans solidaire écologique, une liste d'Orléanais engagés qui ont fait le choix, après avoir pendant de nombreuses années œuvré dans des associations professionnellement pour Orléans, ont fait le choix de nous rejoindre. On travaille tous ensemble pour qu'elle vous propose pour ces élections municipales. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 filles, qui ont vieilli Saint-Marceau, quartier Saint-Marceau, depuis près de 25 ans maintenant. Je suis élu municipal depuis 2008, je suis à le 2e mandat donc d'élu municipal dans le groupe socialiste, écologiste et apparenté. Je suis élu depuis 2010 en tant qu'élu régional en charge des rénovations et constructions dans le lycée de la Montant. J'ai un budget de 80-90 millions d'euros en investissement chaque année pour améliorer la qualité de vie des lycéens et faire des bâtiments qui soient exemplaires, en particulier des bâtiments énergétiques, qui sont des bâtiments qui génèrent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. La prochaine. On a toujours souhaité à la région avoir pas d'avance sur la réglementation. Et donc aujourd'hui, on travaille sur 2 nouveaux lycées, un sur Châteauneuf et un sur Anche, qui sont des lycées qui non seulement seront énergie positive, mais qui seront également des lycées construits à partir de matériaux biosourcés, donc à partir de bois, de bois et hydrorail pour ce qui est de celui de Anche. On parlera tout à l'heure également ce sujet des matériaux biosourcés. Je suis basketteur depuis 42 ans. J'ai été un petit peu à toutes les responsabilités, joueur bien évidemment, entraîneur, arbitre, dirigeant de club. Je continue à jouer et à entraîner. C'est une passion qui dure encore, et peut-être encore, et j'espère encore pour quelques années. Et puis enfin, je suis président d'une association qui s'appelle Environnement Centre, qui est une association qui fait la promotion des matériaux biosourcés pour l'instant, et donc un travail important d'être aussi en capacité de pouvoir promouvoir l'utilisation de ces matériaux au-delà de mon engagement politique. Si on est réunis les 4 piliers, on a très vite, lorsqu'on a commencé à travailler il y a plus d'1 an maintenant avec les différentes équipes, on s'est dit qu'il y avait une transversalité dans les idées, dans ce qui est aujourd'hui ce qui fait la vie municipale. Et donc on a fait ce choix de positionner 4 piliers, celui de la ville en transition, celui de la ville solidaire, celui de la ville innovante et de la ville rassemblée. Et donc on a décidé de faire ces 4, pour les 4 dernières semaines, les 4 débats
Et c'est ce qui réellement est ce qui nous motive. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on prenait des décisions, on les prenait avec l'objectif de pouvoir être dans cet esprit donc, que l'on peut qualifié de circulaire, en tout cas, de limiter l'impact sur l'environnement. Et donc, chaque idée, tout ce qui est décliné dans le document, reprend ce principe-là et crée donc cette transversalité. Dans le même état d'esprit, on a, pour les transports, par exemple, proposé qu'il y ait la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Le principe là, évidemment, est de réduire la pollution en ville pour les années qui viennent, mais c'est également un enjeu social. Et là, ça rejoint ce que le plus important dans notre démarche, c'est qu'on ne fera pas de révolution écologique sans aborder les enjeux sociaux. C'est vraiment ce qui qualifie, ce qui caractérise en fait notre démarche, c'est de se dire que voilà, à chaque fois, on cherche évidemment à aider ceux qui sont les premiers touchés par l'urgence climatique. Et donc on tient à ce que l'ensemble de la population orléanaise, métropolitaine, et bien sûr au-delà dans le projet global lié à l'écologie politique, l'idée c'est vraiment qu'on puisse avoir un impact positif pour l'ensemble de la population. C'est cet état d'esprit qu'on transmet donc, dans nos documents et qui va nous permettre, dans les années à venir, de convaincre l'ensemble de la population que la démarche que nous avons est une démarche vertueuse. Donc ce soir, on va décliner ce qui est lié donc à la ville en transition. Je serai évidemment à votre disposition pour répondre aux différentes questions en fonction des différents thèmes qui seront abordés. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonsoir, Jean-Christophe Clossier. Heureux de vous voir si nombreux et de vous accueillir ce soir pour parler de la ville en transition. La ville en transition, c'est finalement pour Rose faire le pari d'une transformation. Une transformation sur les énergies, comment produire une autre énergie renouvelable. C'est aussi le pari créatif, qui soit moins sensible au climat, qui soit davantage végétalisé. C'est également faire le pari des éco-gestes, des gestes anti-gaspi. On va avoir le temps d'en parler aujourd'hui, ce soir plus en détail. Dire aussi que autour de vous, derrière, à deux endroits, vous aurez la possibilité de vous exprimer différemment, au-delà des questions-réponses que nous pourrons avoir. Il y a de ce côté-là un mur de parole où vous pourrez noter des idées qui vont au-delà de la réunion d'aujourd'hui, qui peuvent concerner votre quartier, et finalement répondre à cette question, que rêvez-vous pour Orléans? Et vous aurez l'occasion de mettre quelques idées là-bas. Et puis, de ce côté, vous avez un plan de la ville d'Orléans avec les pistes cyclables existantes. Et là, la proposition que nous vous faisons, eh bien, c'est de venir dessiner ce qui vous semblerait être l'axe nord-sud et est-ouest structurant qui permettrait une circulation en sécurité des vélos pour aller du nord. En parallèle, vous avez la carte du réseau Tao qui vous permettra de voir éventuellement des corrélations qui seraient nécessaires. Merci, à tout à l'heure. Bon, je dis bonsoir à tout le monde à mon tour. Merci d'être là. Donc, je vais passer la parole à nos intervenants que je remercie beaucoup d'être venus ce soir. C'est pas facile dans une réunion un peu différente des formats habituels. Une réunion politique, c'est toujours un peu spécial. Donc, je les remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Et je vais passer la parole à Xavier Girard, qui est lui-même dans la transition, puisque c'est mon voisin et on partage une voiture ensemble. Enfin, c'est ma voiture, mais il me la prend tout le temps. Merci de mettre un peu d'humour tout de suite dans l'ambiance de cette soirée. J'invite les différents témoins et militants qui vont parler ce soir à me rejoindre, puisque c'est eux qui vont avoir la parole, des porteurs de projets, à titre individuel, à titre d'entreprise ou d'association qu'ils représentent.
mettre autour de moi, si vous le voulez bien. Ils vont prendre la parole chacun 10 minutes. Attention, ce sera chronométré. J'ai un chrono là. Je ne le partage pas avec Julien, celui-là. Je le garde pour moi. Et voilà, on vous donnera 10 minutes pour présenter de manière un peu synthétique votre activité. Et puis, peut-être qu'au moment où vous allez intervenir, il y a peut-être quelques questions fil rouge qui vont se poser. J'en ai quelques-unes qui me viennent, comme ça, que j'ai préparées. D'abord, peut-être définir au cours de votre intervention, qu'est-ce que pour vous la ville en transition, parce que c'est une notion qui peut paraître assez abstraite, pour moi en tout cas, parfois, et que peut-être le concret permet de l'éclairer. Je vais vous demander également de caractériser un peu votre façon d'intervenir. Est-ce que vous intervenez à titre individuel, collectivement, sous quelle forme? C'est important de faire comprendre quelles sont les formes finalement juridiques de la transition. Quel est l'intérêt concret pour les habitants, pour la communauté publique de votre activité? Ça, c'est quelque chose d'important, je pense, à mettre en valeur. La question économique, la viabilité, le potentiel de votre activité, ça c'est pareil, je pense que c'est important de témoigner que ces thématiques écologiques, environnementales, cette transition, elle a du potentiel. 10 minutes. Oui, tout à fait, 10 minutes. Je continue en disant, peut-être le plus important, nous sommes dans la perspective d'une élection, et il est important de savoir quelle est aujourd'hui votre relation au pouvoir public, y compris au pouvoir public existant, à la mairie, à la métropole, et ce que vous espérez pour l'avenir, à la fois, je dirais, réjouissant, en l'espérant, et puis concrètement, de la liste Ose et de la candidature de l'équipe de Jean-Philippe Grand. Voilà, d'abord, en 2 mots peut-être, vous présenter et dire en 2 phrases ce que vous faites. J'ai un micro, il n'est pas télé. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Justine Dallas et je suis conférencière animatrice en zéro déchet et en transition écologique. J'interviens majoritairement dans les entreprises, au sein des collectivités, des associations, des écoles aussi, primaires, collèges, lycées. 2 phrases, c'est tout. Bonsoir à tous. Donc, je suis Christian Morel, je suis directeur commercial d'une structure qui s'appelle Accorpaille en fait. Notre métier, c'est d'aller chercher, de développer le marché des bâtiments isolés en paille. Je peux vous assurer que c'est pas facile. Bonsoir, Julien Lebrise. Je suis là pour présenter un projet sur la collecte et la valorisation des biodéchets au niveau de la métropole. On vous en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Bonjour, je suis Marianne Cochon. Moi aussi, je vais vous présenter un projet que je porte avec Véronique Gorel, qui n'est pas présente ce soir, qui s'appelle Au Compost. Et ça va être développer le compostage de proximité dans la ville. Une association donc, qui essaye de développer les énergies renouvelables citoyennes. Bonjour, je m'appelle Gonéry Lecosanet et je me déplace à vélo. Ça, c'est synthétique. On va commencer avec Justine. Justine, donc, les mouvements zéro, c'est le nom de la société que tu as créée, c'est le nom d'une marque aussi que tu as déposée. Et ben, on va te demander de présenter ce projet, les formes qu'il prend, peut-être aussi cette question qu'on avait, parce qu'on se connaît, pour rien cacher depuis quelques années, cette question de la viabilité économique de cette initiative que tu as eue, au-delà des formes qu'elle prend, et puis un article que j'ai relevé et que Julien Ray, mon compère, m'a soufflé de t'inciter à commenter, un article intitulé « Burnout du colibri » qui date du 4 février 2019 et qui est intéressant aussi comme témoignage pour commencer, c'est-à-dire quand on est militant, où est-ce qu'on en est de son militantisme et de son envie d'aller loin dans son engagement. Voilà, à toi, t'as 10 minutes. Alors j'ai commencé les mouvements zéro, je suis chronométrée. Alors les mouvements zéro, au tout départ, c'était une émission de radio sur Radio Campus Orléans, c'est de là qu'on se connaît. Et l'idée c'était d'interviewer des gens qui font la transition, parce que moi je connaissais rien et j'avais besoin de me former, j'avais l'envie de me former. Tout ce que je connaissais c'était le zéro déchet, c'était l'application du zéro déchet dans sa vie personnelle. Je suis allée assez loin, puisqu'aujourd'hui je produis moins d'1 kilo de déchets par an, contre environ 400 kilos par an peut-être pour vous.
Et puis globalement, nationalement, c'est les chiffres. Et donc on m'a dit, mais Justine, il y a d'autres choses que le zéro déchet, il y a aussi la permaculture, il y a aussi les énergies renouvelables, mais moi je connaissais rien, donc j'ai interviewé des gens. J'ai aujourd'hui 60 podcasts qui peuvent être écoutés en ligne, donc les mouvements zéro, voilà, il y a aussi un site internet. Et puis il y a des interviews de plein d'acteurs et d'actrices de la transition. Et puis à côté, j'ai aussi été un peu militante à Orléans Transition, Alternativa, etc. Et en parallèle de ce militantisme, j'essayais de survivre avec ma boîte. En fait, j'avais envie de parler du zéro déchet, d'intervenir dans les associations, les entreprises, au sein des collectivités pour promouvoir les bonnes pratiques et pour aider les gens à faire aussi peu de déchets que moi, si c'est possible. Et puis aussi parce que j'ai un peu un esprit de gestion et d'optimisation, et puis que je voyais qu'il y avait plein de choses qui pouvaient être faites. Et en fait, je me suis un peu épuisée parce que je me suis aperçue que je ne pouvais pas être et militante, bénévole, c'est-à-dire pas payée, et essayer de survivre avec une jeune activité où j'essayais d'être payée pour quasiment porter le même message. Et donc, c'est de là qu'est né un peu l'article du Bernard du Colibri, qui est aussi né pas loin après la démission de Nicolas Hulot, qui a dit que clairement les petits pas, c'était pas assez. Et les petits pas, c'est on est vegan, on est zéro déchet, on se déplace à vélo. Et en fait, c'est super cool que tout le monde fasse ça, mais sauf que c'est pas assez, parce que ça structure pas une société. La personne très connue qui a dit il n'y a pas de société, il n'y a que des individus, c'est Margaret Thatcher. Et du coup, moi je suis pas trop d'accord avec elle, parce que si on veut vraiment changer le monde, si on est vraiment sérieux par rapport à cette question-là, il faut structurer. Donc il faut structurer municipal, départemental, régional, national. Et puis il faut aussi avoir un modèle économique, pour qu'une thématique comme le zéro déchet puisse vraiment prendre dans la société, il faut qu'elle soit politique et économique. Moi, clairement, du coup, j'ai un peu arrêté mes actions militantes bénévoles et je fais plutôt un métier militant aujourd'hui où je me déplace dans des entreprises et des assos, des écoles, etc., où je forme des gens à aussi avoir un esprit critique, parce que je suis un peu connue pour pas trop faire de la langue de bois. Et du coup, voilà. Bernard, oui, il y avait autre chose. D'abord, concrètement, peut-être un exemple d'entreprise, la manière dont tu interviens, ça peut être intéressant. Voilà, si tu en as un qui te vient. Alors, moi j'aimerais bien quand on fait appel à moi dans les entreprises que ce soit un peu plus sérieux que juste du team building ou un truc comme ça, où c'est une journée pour les collaborateurs, collaboratrices. Mais en même temps, si on fait appel à moi pour ça, c'est quand même un premier pas. Je suis dans l'entreprise et je dis des choses. Et la dernière fois, je suis intervenue chez TUI France qui est un tour opérateur. Et clairement, c'est des vendeurs de pollution, parce que c'est des voyages au bout du monde, en avion, c'est des packages, tout frais, voilà, tout compris. Mais je leur ai dit, je veux dire, j'ai pas bridé mon discours au niveau de l'impact de l'avion, au niveau du jetable et puis du gâchis alimentaire qu'on peut avoir dans les resorts, etc. Et puis il y a quelques personnes quand même qui sont venues me voir à la fin et qui ont dit oui, je me rends compte que le boulot que je fais, c'est trop pas en accord avec ce que je pense au quotidien. Après, la marge de manœuvre de ces grands groupes, elle est ultra faible en fait. Et moi, je prône un peu l'écologie radicale, c'est-à-dire que je pense que si vraiment on est sérieux par rapport au sauvetage de la planète, il y a certaines activités qui doivent s'arrêter. En fait, on ne peut pas continuer de promouvoir le tourisme de masse qui détruit plus qu'il ne fait du bien. En fait. Donc il y a certaines activités qui, pour moi, devraient disparaître de notre paysage quotidien. Qu'est-ce qui te fait plaisir au quotidien dans ton travail? Quel résultat tu as l'impression de réussir à obtenir? Je pense
expliquer des choses aux gens, c'est ce que j'aime en fait. Enfin, parce qu'il y a tellement d'idées reçues, il y a tellement de gens aussi. Bon, tout à l'heure en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est dans la salle et qui me disait aussi elle essayait voilà, de convaincre son entourage et que c'était difficile pour elle de faire face aux idées reçues du genre oui mais nous on pollue pas comme ça, il n'y a que dans la Chine, etc. Et moi j'aime bien amener en fait vraiment comment du savoir concret pour que les gens puissent promouvoir vraiment leur mode de vie. Sourcer les choses, en fait, je pense que c'est un peu ce que j'ai fait avec le podcast et ce que je fais avec le blog et avec le livre qui sort bientôt. Donc, j'ai un livre qui sort fin 2020 et l'idée c'est voilà, de donner vraiment des arguments qui sont sourcés pour qu'on puisse comprendre quelle est la situation aujourd'hui et quelle est la marge de manœuvre vraiment qu'on a pour demain. Donc je pense que c'est ça que j'aime faire l'état des lieux et optimiser les actions qu'on peut mettre en place et puis donner 5-10 gestes à faire tout de suite d'un point de vue individuel et collectif surtout. Très bien. 10 minutes ? Non, tu as encore du temps. Ah. Et la question suivante, peut-être, assez naturellement, passe dans ton rapport au pouvoir public, aux collectivités locales, peut-être à la mairie d'Orléans, à la métropole. Quel est-il aujourd'hui? Existe-t-il un rapport? Et qu'est-ce que tu attends de la suite et des élections qui arrivent? Je pense, oui, il existe. Je pense que les personnes qui sont à la mairie d'Orléans aujourd'hui savent qui est Justine Masse et les mouvements zéro. Ils aiment bien ce que je fais. Ça a mis longtemps avant que je puisse vraiment rentrer et faire des choses. Mon premier atelier dans les Azelco, c'est la semaine prochaine. Pourtant, ça fait 4 ans que j'existe, mais il faut du temps. Et je pense que ça se débloque maintenant clairement parce que c'est la fin du mandat, mais voilà. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour le mandat prochain, de faire plus d'ateliers. Dans les Azelco, j'aime bien ça parce que clairement c'est pour toucher des gens que je touche jamais en fait. Parce qu'avant j'intervenais dans des boutiques qui étaient déjà des boutiques zéro déchet. Enfin, c'est déjà du public qui est convaincu et qui cherche à s'améliorer un petit peu plus et c'est très bien. Mais sauf que le pouvoir solidaire, enfin le changement solidaire, il n'est pas là non plus. Donc pour moi, il est dans les Azelco, même dans les quartiers, plus largement dans toute la métropole. Et l'avenir? Qu'est-ce que tu espères être dans le cadre de ton activité, d'une relation avec les pouvoirs publics? Un truc rêvé, un truc idéal? Je peux être radicale là. Vas-y. Plein de choses. J'ai pas amené ma liste. En fait, j'avais commencé à faire une liste du Orléans zéro déchet de 2000. On m'avait demandé. Allez. Moi, je souhaite qu'il n'y ait plus un seul événement estampillé Mairie d'Orléans Métropole où il y a du jetable. C'est pas possible pour moi aujourd'hui en 2020 qu'on continue de faire de l'événementiel où il y a des gobelets jetables, des assiettes jetables, des couverts jetables. Donc soyons modernes, soyons proactifs et arrêtons de promouvoir le prêt à jeter. D'autres choses radicales par rapport au zéro déchet, une exemplarité. Qu'est-ce que j'avais mis dans mon rapport? Je ne me souviens plus. Je suis sûre que dans la salle, là, il y en a quelques-uns qui ont des idées pour moi, mais comme là je suis sur scène avec le micro, j'ai un gros trou. Déjà, le premier exemple est déjà très parlant. Ouais. Peut-être qu'on peut se tourner vers la salle, justement, si l'un d'entre vous a envie de poser une question à Justine avant que nous cédions la parole au deuxième intervenant. Le micro est mobile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie? J'aurais voulu savoir comment vous organisiez les ateliers pour les enfants dans les écoles. Comment quoi? Comment vous organisiez vos ateliers dans les écoles? Comment je les organise? Oui. Est-ce que c'est juste de l'apprentissage? Est-ce que c'est un atelier où ils vont eux-mêmes produire des choses ou replanter? En fait, ça dépend de l'âge des enfants, mais par exemple, à l'école Saint-Laurent, j'interviens au mois de mars pour former toutes les classes. Donc il y en a 5, donc sur 5 matinées où on va faire un jeu pour découvrir l'environnement de la mer, l'impact des déchets sur l'écosystème
l'écosystème de la mer. Et ensuite, ils vont réaliser une éponge Tawashi, qui est une éponge réutilisable pour effacer leur ardoise, par exemple. Donc il y a vraiment... Et puis c'est en collaboration avec les maîtresses. Donc ça dépend des âges, en fait. Là, j'ai donné un exemple, mais ça dépend si c'est des maternelles, c'est pas tout à fait pareil, ou si c'est des CM2. Il peut y avoir plus de débats autour d'une histoire que je leur conte, que j'ai trouvé dans un livre, comme ça, ouais. Juste une question, vous intervenez qu'à l'école Saint-Laurent, qui est l'école catholique, ou aussi aux écoles publiques d'Orléans? Alors, pour rentrer dans une école publique, c'est compliqué. Je l'ai fait il y a 3 ans à Fleury-les-Aubrais, je pense, parce que j'avais une copine qui était maîtresse d'école. Mais j'y suis allée bénévolement, je n'étais pas payée. Je venais de commencer mon activité, donc c'est pas grave. Pour rentrer dans les écoles publiques, il faut être agréé éducation nationale. Et puis surtout, il faut que l'école ait budget. Ça, c'est pas gagné. Pourtant, je suis pas très chère, mais je veux dire, pour vivre décemment, il faut quand même un minimum. En fait, il faut être gratuit. Il faut être, ouais. Et alors, dans les écoles privées, ils ont un budget un peu. Alors, pas tous, hein. Je vais pas citer d'école qui a dit que j'étais trop chère, alors que j'ai fait la même chose qu'à Saint-Laurent, mais. Bah oui, non, mais bien sûr que je n'ai pas préférence pour le public par rapport pour le privé par rapport au public. Non, juste en profiter pour, sur ce point précis, expliquer que dans le projet que nous portons, il y a cette idée qu'on doit faire confiance aux écoles et leur donner les moyens financiers de pouvoir justement avoir ce type d'intervention si elles le souhaitent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où il y a des appels à projets qui sont à remplir dans les écoles par les directeurs ou directrices des écoles, qui ensuite sont envoyés donc à la mairie et qui sont validés ou pas. Nous, on part du principe inverse, qu'il y aura un budget qui sera alloué à chaque école, avec un montant par élève. On fait confiance à l'encadrement dans les écoles, et ensuite, on aura évidemment un ou une élue dans le conseil d'école qui pourra voir ce qui a été fait avec l'argent qui aura été attribué. Mais c'est juste pour expliquer que voilà, on considère, nous, que sur des temps comme les TAP, qui sont ces temps périscolaires, on peut très bien avoir des interventions comme celle de Justine, par exemple. Merci Jean-Philippe de ces précisions. Juste pour finir, Justine, où est-ce qu'on te retrouve? Quel site internet, quelle plateforme, quel support, que les gens qui sont ici puissent voir Justine, écouter Justine, les 60 podcasts? Le site internet lesmouvementszero.com, où vous retrouvez ce fameux article, le burn-out du colibri, je ne vais pas trop développer, mais sur l'épuisement des militants et l'inefficacité des petits gestes, si ce n'est pas politisé. Instagram et Facebook si vous êtes ultra connectés. Et SoundCloud pour les podcasts. Voilà. Il y a Greta Thunberg en podcast si vous parlez anglais, d'ailleurs. Merci Justine, on peut peut-être l'applaudir. Nous entendons le micro par ici. Alors le fil est assez long, parce qu'il est vachement mieux sans celui-là, je te le conseille. Nous sommes donc avec Marianne Cochon, qui a monté le projet Au Compost avec Julien Lebris, des cycloposteurs. Vous allez nous présenter votre activité, évidemment, et puis c'est une activité naissante, donc les perspectives, le montage, où est-ce qu'on en est, les débouchés locaux, nationaux, internationaux, tout. On commence par vous, Marianne. Si je peux me permettre, je vais remercier Justine de la qualité de sa présentation et la pression qu'elle nous met. Et le fait d'avoir mis en l'air notre business plan, parce que nous, on s'appuie sur les déchets. Donc forcément, non, merci beaucoup et on va essayer d'être aussi clair. Ouais, c'est une bonne transition d'ailleurs, parce que comment on commence le zéro déchet en ville, c'est une bonne idée d'arrêter de mettre à la poubelle ces déchets organiques. Nous, on va mettre en place du compostage partagé. Ça va aider toutes les personnes qui sont dans des bâtiments où ils n'ont pas accès à des jardins, donc pas de composteurs individuels. Ça va les aider à pouvoir se débarrasser de leur 30% de poubelle qui est compostable. Juste pour commencer, est-ce qu'aujourd'hui,
Juste à main levée, qui est-ce qui trie ses déchets? On va être simple. Qui est-ce qui sépare ses déchets dans différentes poubelles? D'accord, c'est pas mal. Qui est-ce qui connaît les biodéchets? Il y a un peu de boulot là-dessus. D'accord, donc c'est très bien. Et qui trie du coup ces déchets organiques? Je te laisse présenter. Il n'y a pas que le jardin. Et qui composte? Ah, il y a du monde quoi. Qui a un lombricompost? Il y a 2 personnes. Donc, le lombricompost, c'est du compost qu'on peut faire dans son appartement. C'est dans des boîtes et il y a des verres de compost d'intérieur, si on veut, ou sur les balcons. Voilà. Nous, on est vraiment là sur la thématique du biodéchet, donc, ou déchets organiques, pour vous présenter 2 projets conjoints, mais un peu différents. Je te laisse parler du tien d'abord. On a la même problématique et on va apporter 2 solutions différentes. Le déchet organique, donc c'est les épluchures de légumes, c'est les restes de repas, tout ce qui se composte. On va exclure, nous, les déchets verts, les déchets de jardin, pour garder tous les déchets de cuisine. Et donc, ces déchets finissent souvent à la poubelle, sauf que c'est Et après la poubelle, globalement, pour faire vite, ils finissent enfouis ou incinérés, sachant qu'il faut savoir que dans les déchets organiques, il y a 80% d'eau. Donc vous imaginez incinérer 90% d'eau en termes de logique. Voilà. Je me permets, j'ai la parole. Donc moi, je présente les cycloposters avec Cédric Blum qui n'est pas là. Notre projet, c'est de faire de la collecte en vélo auprès des professionnels. Dans un premier temps, l'hypercentre. Après, l'objectif, c'est la métropole entière, pour leur collecter leurs biodéchets, qui sont aujourd'hui mis avec les déchets classiques, pour les valoriser en compost et en faire profiter les agriculteurs locaux pour l'agriculture bio et ce genre de choses. Alors, justement, sur le registre du montage de projets d'entreprise, vous en êtes où? C'est quoi on vous parle de professionnel, quel professionnel? Et à quelle échéance vous comptez mettre en place cette activité? On en est où? On intègre l'incubateur de l'URSCOP à partir de mardi prochain, l'Union régionale des SCOP, parce qu'effectivement, l'objectif derrière, c'est de se développer sur un modèle participatif coopératif, sur SCOP, voire SIC, si on peut inclure les institutionnels, mais ça, on en parlera dans un futur. Voilà. J'ai mangé les autres questions. Alors, les professionnels, sur notre côté, on est sur restaurateurs, fleuristes, ça peut être les cantines scolaires, ça peut être tous les restaurants d'entreprise, tous les professionnels qui créent des biodéchets. Sachant qu'aujourd'hui, sur Orléans, il y a déjà un projet sur de la collecte du marc de café pour faire pousser des pleurotes. Donc, voilà. Au marc cyclé, ça s'appelle. Merci. C'est pas le même public. Non, nous, on va travailler avec Orléans Métropole, qui gère la gestion des déchets, et on va être en partenariat avec les bailleurs sociaux pour installer les composteurs dans les quartiers et au bas des immeubles. On peut aussi avoir des contrats avec des professionnels. Si vous avez une entreprise et que vous voulez traiter vos biodéchets sur place, c'est possible. Comme ça, vous paierez moins de taxes d'ordures. On peut installer des composteurs dès que vous avez une parcelle d'herbe. Donc toujours la même question. Vous parlez d'Orléans Métropole, ça veut dire que vous avez déjà des relations avec la métropole aujourd'hui. Oui. Elles en sont où ces relations? Et vous avez semblé croire à votre projet, heureusement. Mais quels sont les signes à la fois que ça va marcher, hein, et vous faites... Comment vous arrivez à convaincre, vous les pouvoirs publics, vous les professionnels, que votre activité, il faut travailler avec vous, quoi, hein, en gros. Comment on sait que ça va marcher? Dans les autres régions, ça marche. Il y a un réseau national qui parle de compost, le RCC, donc le réseau compost citoyen, qui promouvoit le compost partagé. Donc on a plein d'exemples.
à travers la France d'entreprises et d'associations qui fonctionnent, et des salaires qui sont dégagés. Et, oui, aujourd'hui à Orléans, il y a déjà des composteurs partagés installés. Donc Orléans Métropole travaille sur ce sujet et nous, on veut intervenir pour accélérer un petit peu la marche. Parce que Orléans est très en retard nationalement, donc on voudrait vraiment devenir installer plus de composteurs pour que les Orléanais puissent traiter leurs déchets eux-mêmes, prendre un peu le pouvoir sur ce sujet-là. Alors nous, effectivement, on débute, ce genre d'activité existe ailleurs en France. Il faut savoir que la loi, à partir de 2023, va obliger l'ensemble des professionnels à trier et valoriser leurs biodéchets. À partir de 2025, c'est l'ensemble des habitants. Et effectivement, on est ici aujourd'hui, on profite de cette période électorale pour rencontrer l'ensemble des candidats, parce qu'on sait, dans notre envie, et on sait qu'on a besoin des institutionnels pour travailler, pour avancer. On ne pourra pas le faire tout seul, on ne pourra pas le faire contre eux. Moi, clairement, je ne suis pas contre Veolia, mais je propose quelque chose d'autre chose. Le fait de faire des collectes en vélo, le fait d'être sur du relationnel avec les professionnels, donc restaurateurs, fleuristes, ce genre de choses, on est sur une démarche différente. Il y a du besoin, du biodéchet, il y en a énormément, c'est du gâchis aujourd'hui, donc il faut avancer et on a de la place, il y a de la place pour nous dans la métropole, j'en suis sûr. La petite question qui vient, c'est les échéances, les moments où ça y est, c'est opérationnel, vous y êtes, vous démarrez, on peut faire appel à vous. C'est quand? Ça va être plutôt en fin d'année ou début d'année prochaine. Donc là, on est vraiment en structuration, on construit le projet. Donc on va être en période de pré-inculation à être inclus. Donc dans 4 mois, on commence la vraie période d'incubation et 1 an plus tard, tout roule. Donc début d'année prochaine, ce sera créé. Oui, j'espère que fin d'année ou début 2021, vous pourrez voir des vélos avec des remorques et des biodéchets qui circulent rue de Bourgogne. Ce serait un plaisir. Alors là, on parle d'incubateur, je rebondis, incubateur autour de la transition. Monsieur Jean-Philippe Grand, est-ce que c'est des projets qui sont dans des idées d'accélérer le mouvement et de favoriser la préparation de projets économiquement viables sur ces thématiques-là? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas lu votre programme, je vous l'avoue. C'est pas bien. Ça entre en effet dans l'idée du labo de l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'on a un labo en bord de Loire aujourd'hui dédié aux startups. On considère qu'aujourd'hui, il faut élargir cette proposition au niveau métropolitain et aller vers un labo de l'économie sociale et solidaire. On considère que ça rentre complètement dans cette activité. Et je voulais dire juste un mot sur le précédent mandat. J'animais un groupe sur la réduction des déchets. Là, pour le coup, on était plutôt pas mal placé à l'époque sur, en particulier, la diffusion de composteurs. On a atteint les 5000 composteurs, donc on remonte là il y a 6 ans en arrière. Et puis, les élus de la métropole avaient considéré qu'ayant déjà distribué 5000 composteurs, on pouvait s'arrêter là, que le potentiel de composteurs était atteint et que du coup, il fallait qu'on passe à d'autres types d'actions. Donc j'avais insisté à l'époque pour qu'on continue, qu'on relance un appel d'offres et qu'on continue à proposer des composteurs aux Orléanais et aux habitants de la métropole. Aujourd'hui, on en est à plus de 10 000. Donc le potentiel est réellement là. Il y a une envie de la part des habitants d'Orléans et de la métropole à trier leurs déchets, à composter, à lubricomposter très peu dans la salle, mais j'espère de plus en plus. Et donc si on donne les moyens en tant qu'élus, en tant que collectivité, si on donne la possibilité aux personnes de s'investir et du coup de recevoir, ce qui est le cas pour la métropole, où on vous fait une petite formation pour vous expliquer comment fonctionne un composteur et ensuite vous repartez avec, si on fait ça, eh bien on pourra trier les biodéchets et on pourra évidemment progresser dans les objectifs globaux qu'on se fixe. Merci à tous les deux pour ces initiatives-là. Et puis j'espère en tout cas on se reverra pour discuter de votre intégration dans ce labo de l'ESS. Est-ce que vous avez des questions à Julien et Marianne à propos de leurs initiatives? C'est le moment. Donc en fait, c'est pas tant de questions à Julien et Marianne. Pardon. Et en fait, je suis en train de mettre en place un composteur au sein de ma résidence. Il y a 86 ménages. Et en fait, j'ai fait avec la métropole d'Orléans
On a fait déjà l'enquête préalable. J'ai 34 ménages qui sont intéressés pour composter. Il a fallu que j'essaye de convaincre le conseil syndical, et du coup je me suis mis dans le conseil syndical pour les convaincre. Et il y a eu un moment d'argumentation qui a été très compliqué, parce que on vit avec des gens qui ont toujours vécu en appartement et qui n'ont jamais composté et qui ne comprennent même pas pourquoi il faut composter. Et voilà. Du coup, j'ai pensé à plusieurs choses. Alors, moi, la première chose, c'est par rapport à la redevance des déchets. Au moment où on composte, étant donné qu'on peut être suivi par la métropole, il serait quand même intéressant de peut-être faire baisser la redevance déchets des ménages qui compostent. Et donc, du coup, pour ces résidences-là, voire pour faire baisser la redevance des déchets. Et la deuxième chose, je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà, oui. Si, la deuxième chose, c'était un accompagnement. Un accompagnement aussi pour faire comprendre à tous les citoyens qu'il est important de composter, et qu'il est important en fait que ces déchets-là ne se retrouvent pas incinérés. Et en fait, c'est important aussi pour éviter trop de ramassage de déchets et tout ça, et pour améliorer aussi les conditions de vie, les conditions de travail des gens qui travaillent dans les déchets. Ah oui, et voilà, et aussi voir pour faire augmenter le budget des services déchets du coup de la métropole, mais étant donné que Orléans a la plus grosse place au sein de la métropole. Merci. Ça fait des remarques nombreuses et complexes. Moi, je retiens quand même cette idée de comment on incite les gens à faire, quoi. Au niveau de la taxe incitative, c'est pas moi qui vais pouvoir la mettre en place. C'est, je pense, plutôt M. Grand, parce que l'objectif est qu'effectivement, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers, la taxe payée à la métropole, elle soit dégressive s'ils passent par nos services, pour qu'on puisse à un moment donné toucher un peu d'argent. Mais je sais que c'est à l'étude. Il y a en effet une redevance spécifique pour les restaurateurs qui devrait être mise en place, en fait, et qui a quelques difficultés, parce qu'on avait lancé le ramassage du carton et du verre. Aujourd'hui, on a mis plutôt des points d'apport volontaires à disposition, et sur les feux de déchets, en fait, pour l'instant, il y a en effet un travail à réaliser de ce côté-là. Et de manière plus générale, il ne faut pas forcément faire baisser la taxe dans l'élément des ordures ménagères, mais au moins de ne pas l'augmenter. Ça peut déjà être un premier objectif à atteindre avant de penser également à la redevance incitative, mais qui est complexe et plus long à mettre en œuvre. Mais en tout cas, ça fait partie des pistes. Il est en effet logique que ceux qui font l'effort de réduire leurs déchets, d'aller vers le zéro déchet ou de trier et de composter leurs biodéchets puissent en tirer un avantage financier. Ça fait partie des choses qui seront à travailler à l'avenir. À moi qui... Allez, j'ai une autre question. J'ai attendu le micro. Bonjour, je m'appelle Mathieu, donc du coup j'ai un lombricomposteur chez moi. J'ai eu plusieurs complications quand j'ai voulu le mettre en place, parce qu'il y a quelques années, l'agglomération orléanaise, donc c'était pas encore la métropole, en avait. Ils les ont retirés, et quand j'ai pris contact avec le responsable, il m'a expliqué que c'était trop compliqué à gérer et trop compliqué à expliquer aux gens. Donc moi je lui ai dit que j'habitais en centre-ville, qu'en centre-ville les composteurs il n'y en avait pas. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça extrêmement dommageable. Après, l'autre question, c'est quand vous parliez de compostage par rapport aux restaurateurs ou autres, ce qui me questionnait, c'est vous parliez de bio après, pour des cultivateurs bio. Si les légumes ne sont pas bio à l'origine, donc du coup, après, pour le remettre dans une structure, normalement, ça ne peut pas fonctionner. La seule chose, c'est le lombricompostage, effectivement, qui permet de tout digérer et après repartir dans le bio. Donc ça, c'était un des questionnements. Et la dernière chose, par rapport aux déchets, du coup, il y a certaines communes en Suisse qui se sont mis à taxer chaque propriétaire par rapport aux poubelles. Et on constate que les déchets ont été divisés presque par 10, en fait, en insistant uniquement sur le poids des poubelles des gens. Et ça me paraît quelque chose ici d'intéressant à étudier. Voilà, merci. Alors je vais réagir sur le lombricompostage du coup. Oui,
c'est délicat parce que c'est à l'intérieur de la maison. Donc dès qu'il y a un souci, ça peut devenir assez gênant. Nous, ce qu'on veut faire, c'est installer des formations, mettre en place des formations pour au moins être là pour répondre aux questions concernant les problèmes avec les composts ou les lombricomposts. On va probablement créer une association qui va englober nos deux projets pour pouvoir plus globalement aider toutes les personnes qui veulent faire du compost, apporter de la formation, de l'information et les orienter selon leurs questions. Je me permets rapidement de rebondir sur le compost qui peut être utilisable en bio. Selon le type de compostage qu'on utilise, il y a tout à fait la possibilité d'avoir du compost normé qui est utilisable en agriculture biologique, parce que globalement, la montée en température des biodéchets élimine tout risque et rend le compost totalement utilisable en bio. Eh bien, on va vous remercier. Merci Julien Lebrise. Est-ce que vos projets, on peut déjà les suivre sur Internet? Alors pour l'instant, on est présent dans la salle. Voilà, c'est tout. Ok, voilà. c'est pour ça que j'avais pas... Voilà, merci à vous. Et nous allons enchaîner en donnant la parole à Christian Morel, qui représente Accorpaille, dont il est directeur commercial. Accorpaille avec un T, parce que c'est un acronyme d'une structure dont j'avoue... Agence pour la conception... je ne sais plus moi, excusez-moi. Agence pour la conception, la construction et la réalisation de bâtiments isolés en paille. Alors, avant le début de cette soirée, on a fait quelques échanges. Vous n'êtes pas langue de bois, et c'est très bien. Vous avez un parcours original dont vous allez évidemment nous parler. Peut-être commencer par ça. Et puis, vous avez envie d'être très libre pour parler de la métropole d'Orléans aujourd'hui. Et peut-être soyez inventif pour la suite. Voilà, on vous laisse la parole. J'ai plus le choix. Juste un petit mot pour me présenter, parce que c'est important pour comprendre d'où je viens et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi Accorpaille. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous connaissez tous Facebook, LinkedIn. Tout le monde parle du mur qui nous attend, on va tous dans le mur. On y va tous. On va tous dans le mur, pardon, excusez-moi. Moi je suis désolé, moi le 2 avril 2007, je suis allé dans le mur. J'étais une famille heureuse, j'avais 3 enfants, j'ai toujours une famille, je suis heureux, 3 enfants, des beaux enfants, etc. Puis un jour, le mur s'est mis devant nous, on est rentré dedans. Le choc a été brutal, violent, inattendu. On n'a rien pu faire, on n'a pas eu le choix. Et si aujourd'hui je travaille pour Accorpaille, c'est pour éviter justement aux générations futures de subir ce que j'ai subi moi en 2017. Voilà, c'est de me dire aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour faire autrement. Et j'espère vous apporter la preuve vivante que même quand on vient d'un monde, moi je suis un pur produit du monde industriel. Je suis un pur produit de l'industrie chimique, je suis un pur produit de l'industrie du plastique, etc. J'ai fait beaucoup de choses là-dedans. Et en 2017, j'ai tout jeté. Alors, sauf ma femme, mes enfants et mes lunettes. Voilà. Le reste, j'ai tout jeté. Et puis, je me suis dit que... Alors, j'étais chef d'entreprise, bien évidemment. Je faisais partie du réseau des entrepreneurs d'Orléanais. J'étais connu un peu partout. Je faisais beaucoup de choses. J'ai tout jeté. J'ai tout jeté et puis j'ai dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? La seule chose qui m'a donné envie de continuer, vous savez ce que c'est? C'est des choses qui donnent du sens à notre vie. Voilà. Et depuis quelques mois, à ce moment-là, j'ai ensuite travaillé pour l'agence Accorpaille, qui commence à se structurer. C'était une association de pailleux, gentils, bon enfant. Et on m'a dit, Christian, il faut que tu nous rejoignes parce qu'on a besoin de structurer. Ah oui, excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, je faisais de la direction commerciale externalisée. Voilà. Et donc j'ai tout planté, puis je suis allé voir le directeur d'Accorpaille et je lui ai dit, voilà, j'ai tout planté, j'ai plus rien. Soit je fais autre chose, je fais quoi? Ben, il me dit, écoute, j'ai besoin de toi, je te recrute. Voilà, et ça a démarré comme ça en fait. C'est ce qui fait que ça a donné du sens. Et deuxième chose qui est importante, c'est, on est d'accord, hein, vous avez tous des oreilles. Là, de chaque côté, là, vous avez des oreilles, vous êtes persuadés que vous avez des oreilles. Ben c'est faux, c'est pas vrai. Vous n'avez pas des oreilles, vous avez des portefeuilles. Parce qu'en fait, on est tous pareils, on entend que ce qui nous rapporte, que ce qui crée de la valeur ajoutée, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit ce que vous voulez. Et nous, à Accorpaille, c'est ça en fait. C'est créer de la valeur ajoutée. C'est
vous dire pourquoi vous devez le faire, pourquoi vous devez y aller. Voilà. Alors, ça me permet de rebondir. Alors, ça permet de rebondir concrètement, ça veut dire quoi? Ça carcopaille, ça veut dire qu'on va avoir des maîtres d'ouvrage publics. Le conseil régional, le conseil départemental, les mairies, la métropole d'Orléans, le privé, hein, les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, tous ces gens-là qui construisent des bâtiments, qui construisent la même chose depuis, allez, je vais être gentil, depuis 1850, béton, laine de verre. Je rappelle que le système constructif actuel, tel qu'il est conçu, il émet plus de 40% du CO2, 400 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Juste ce qu'il faut pour atteindre les 2 degrés de vie. Ça veut dire que votre voiture, les jeux, tout ça, vous oubliez tout, il n'y a plus de place pour le reste, c'est fini. Hein. Voilà. Donc nous, à Corpaille, c'est vous avez un projet, un beau projet de bâtiment, vous avez prévu de faire du béton, de la laine de verre, donc on vous propose d'imaginer d'autres solutions, de faire un bâtiment en structure bois, isolation paille. Voilà. Et c'est ça qu'on fait tous les jours. On va chercher les marchés. On n'attend pas qu'on vienne nous voir, parce que si on attend qu'on vienne nous voir, on va attendre bien longtemps. Surtout à Orléans, d'ailleurs. Orléans, c'est très compliqué. Hein. Orléans, on a une culture béton, je peux vous garantir, c'est béton. Moi, quand je vais aux Hauts-de-France, on m'accueille les bras ouverts. Quand je vais à Caen, en Normandie, à Rouen, on m'accueille les bras ouverts. Quand je vais à Blois, on m'accueille les bras ouverts. Quand je vais à Orléans, c'est compliqué. Et vous savez pourquoi? C'est pas parce que je suis Christian Morel, hein, c'est pas ça le problème. Hein. C'est quand vous êtes dans des régions qui ont crevé la faim, les Hauts-de-France, vous avez perdu le textile, vous avez perdu le charbon, vous avez tout perdu, vous n'avez plus rien. Qu'est-ce qui vous reste? C'est l'innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est les bâtiments biosourcés, ça en fait partie. C'est en fait être dans l'économie sociale et solidaire pour créer une nouvelle valeur, travailler différemment. Voilà. Et en fait, la difficulté, c'est pas le bois et la paille, techniquement, tout ça, maintenant on sait faire, c'est plus un problème. Je t'avais reconnu. C'est pas un problème, en fait. Techniquement, tout le monde sait faire aujourd'hui. Seul problème, c'est que ça oblige les gens à sortir de leur zone de confort. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2017. J'étais dans mon confort de tous les jours. Et nous, quand à Corpaille, on va voir des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, en fait, on les secoue très fort. Je leur tords le bras. Alors, des fois, ils crient aïe. Mais souvent, c'est dire, mais monsieur Morel, mais c'est génial votre truc. C'est super. Quand est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Alors, monsieur Morel, un exemple d'un projet que vous avez accompagné, suivi, et qui a un impact important sur le plan écologique. Le premier qui vous vient, la petite histoire, la petite anecdote qui tue. Le premier qui me vient, c'est la région Centre. On est originaire de la région Centre. Nous, aujourd'hui, à Corpaille, notre modèle économique, on a quand même un modèle économique, on ne travaille pas gratuitement non plus. Hein. Voilà, on est comme madame, on ne sait pas faire. Donc on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Depuis 1 an et demi, on a fait émerger une vingtaine de projets de bâtiments à plus de 3 millions d'euros en bois et paille. Donc ça veut dire que quand les gens veulent, c'est possible. Voilà. Alors c'est des gymnases, c'est des écoles, ce sont des bâtiments tertiaires. Voilà. On ne travaille pas avec le particulier, avec les maisons individuelles. Voilà. Et ça, c'est important. Et samedi matin, j'étais à une inauguration, à la pose de la première botte de paille d'une salle polyvalente à Druy, à côté de Tours. Mais j'ai vu des gens heureux, j'ai vu des gens souriants, j'ai vu des gens satisfaits, j'ai vu des responsables de clubs sportifs, de tennis, de volleyball qui disent « Enfin, on va avoir un bâtiment super, qu'on ne sera pas obligé de chauffer, qu'on ne sera pas obligé de refroidir, qui ne nous coûtera pas cher. » Mais c'est top, ça. Moi, c'est ça que je veux. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Qu'on puisse créer, effectivement, qu'à Corpaille puisse créer de la valeur ajoutée. Voilà. Combien vous êtes à travailler aujourd'hui dans votre structure? Je sais que vous avez des ambitions de tisser un réseau national. Voilà, le présent de la structure et son avenir. À Corpaille, aujourd'hui, on est 4. On est à Orléans, on est à l'Argonne. On est 4. Toujours en m'amusant, on fait le même boulot de lobbying que Saint-Gobain, enfin les ovaires, mais avec beaucoup moins de zéro, vous savez, derrière le capital. Donc on est obligé de compenser. Vous savez quoi on compense? Avec l'intelligence, le cerveau. C'est fatigant, ça fait des journées très très longues, ça fait des journées de 15 heures, et j'ai un collègue qui a failli partir en burn-out. Voilà, donc on le sait, c'est compliqué. Mais l'envie est plus forte. Notre objectif, en fait, d'Accorpaille, qui s'est créé à Orléans, pourquoi il s'est créé à Orléans? D'une part, parce qu'en fait, on est tous originaires d'Orléans, donc pourquoi déménager? On est bien à Orléans, en fait. Hein. Enfin, Orléans et autour, hein, l'agglomération. Moi, je suis albigeois-nice. Hein, voilà. Et puis, deuxième raison, c'est qu'on a été soutenu au démarrage de l'activité par la région Centre. Donc, ça aurait été malvenu, plutôt qu'en ailleurs. Voilà, ça, c'est la première chose.
Et on a un objectif, en fait, aujourd'hui, c'est de prendre notre modèle économique qu'on a créé, que j'ai créé, et de le dupliquer dans les autres régions. C'est-à-dire qu'on a créé un accorpail en Normandie, on est en train de créer un accorpail en région Auvergne-Rhône-Alpes, on est en train de créer un accorpail en Grand Est, Hauts-de-France, etc., etc. Voilà. L'idée, c'est de dire il est possible de construire en biosourcé, il est possible de construire en bois isolé en paille dans toutes les régions de France. Voilà. Et juste pour info, vous prenez 10% de paille disponible sur le marché français, 10% simplement. Vous isolez 100% des bâtiments en France, 100%. C'est rien. Il y a un lycée qui est en train de se construire à Clermont-Ferrand, il fait 15 000 m², c'est 100 hectares de paille, c'est rien. C'est rien du tout. Une maison de 150 m², c'est 1,5 hectare de paille, c'est rien du tout. Voilà. Merci M. Morel. On peut se tourner peut-être vers l'assistance pour des questions, puis ensuite on pourra poser la question aussi à Jean-Philippe. Est-ce que c'est possible, dans la rénovation, par exemple, de faire de l'isolation en paille? Parce qu'on parle beaucoup de rénover les bâtiments, enfin d'isoler les bâtiments aujourd'hui. Donc est-ce que c'est possible? Je ne vais pas faire la langue de bois. Je veux dire, oui, techniquement, c'est possible et ça se fait aujourd'hui. Vous avez des villes comme Blois qui rénovent des bâtiments avec de la paille. C'est possible, techniquement, c'est possible. Sauf que, réglementairement, aujourd'hui, c'est pas dans la réglementation. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La version officielle, comme c'est pas réglementaire, c'est parce qu'aujourd'hui, l'AQC n'a pas assez d'expérimentation. Mais comment faire de l'expérimentation si c'est pas autorisé? C'est compliqué, je ne sais pas. Alors ça, c'est la version officielle. Puis la version officieuse. La version officieuse, c'est si demain on autorise l'ITE, l'isolation par extérieur en paille des bâtiments, il y a des matériaux industriels qui vont disparaître, entre autres le polystyrène. Donc aujourd'hui, il y a des lobbies puissants qui font tout pour nous empêcher d'y arriver. Voilà. Ça, c'est la réalité. On se bat contre les lobbying du béton, contre les lobbying des laines minérales. Le lycée de Clermont-Ferrand, je sais que Knof, qui produit laine de roche, qui a une usine de Clermont-Ferrand, a fait un scandale au niveau de la région Rhône-Alpes parce qu'on n'a pas utilisé la laine minérale locale. Sauf que la coque pour fabriquer la laine de roche, elle ne vient pas de Clermont-Ferrand, hein, elle vient de l'Est de l'Europe. Il ne faut pas se tromper. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques? Oui. Quand on habite en zone classée, comment ça se passe avec les architectes de bâtiments en France? Alors, comment ça se passe? Non, pas toujours mal, parce qu'en fait, on utilise des hommes, alors des hommes avec un grand H, hein, c'est une histoire de négociation, tout simplement. C'est une histoire de négociation, voilà. Il y a une école qui a eu une extension par l'église, donc des bâtiments en pierre de tuf. Juste à côté de ces bâtiments-là, en bois paille, etc., etc. Donc il y a des choses. Mais en fait, vous savez, la difficulté, c'est quand vous sortez les gens vont vous dire, bah oui, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, quand vous les sortez dans un zone de confort, ça ne leur pose pas de problème. Si vous avez des gens, vous allez les voir, vous les sortez dans un zone de confort, mais c'est infernal pour eux, c'est invivable. Ils vous diront non. Non pas parce qu'ils ne savent pas, non, mais parce que ça les dérange. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'ils font la même chose, ils n'ont surtout pas envie de bouger. Donc voilà, et je dis qu'aujourd'hui, on vit tous dans le même train. Dans un train, il y a une locomotive, il y a des wagons et un quai. Donc il y a des gens qui font le choix de passer sur les quais, ben, tant mieux, laissons-les-y. Il y a ceux qui montent dans le train, il y a ceux qui montent dans les wagons et ceux qui montent dans la locomotive. Moi, je propose aux gens, à nos clients, je vous propose à vous de monter dans la locomotive. Parce que le jour où le train est trop lourd, c'est les wagons qu'on lâche, c'est pas la locomotive. Voilà. Bravo, toutes ces métaphores sont splendides. Merci, M. Morel. Accord paille, Jean-Philippe, la construction paille, la sensibilité de la liste OSE voilà, aux matériaux respectueux de l'environnement. Il se trouve qu'on a un très très gros projet ceinture bois et isolant paille à Anche, j'en ai parlé en introduction tout à l'heure, donc ça sera un équipement de 22 000 m², donc à côté de Chartres, qui va être le premier de France. C'est pas le premier, c'est le second, mais ce sera le plus grand, puisque le premier, c'est Clermont-Ferrand, il fait 15 000. D'accord. Donc voilà, ce sera le plus grand de France. Moi, je suis très fier qu'on ait fait ce choix
à la région. J'ai évidemment peu œuvré pour qu'on arrive à ce que ce projet voit le jour, d'autant plus que c'était suite à 2 autres projets du même type qui sont eux sur Ingré, avec un gymnase et l'agrandissement du lycée d'Ingré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Orléans aujourd'hui, qui nous préoccupe particulièrement ce soir, il y a déjà 2 bâtiments à énergie positive avec des matériaux biosourcés. Le lycée Jean Zay, un bâtiment qui a été construit complémentaire il y a déjà 5 ans maintenant, et puis l'internat du lycée Voltaire. Donc à Orléans, les 2 seuls bâtiments à énergie positive intégrant des matériaux biosourcés sont dans les lycées, avec une décision faite à la région et grâce à la délégation qu'on a bien voulu me confier. Donc, juste pour que vous ayez bien en tête que aller vers les matériaux biosourcés, c'est évidemment pas quelque chose qui aujourd'hui se pratique, mais que ce sera pour moi de toute façon la règle que l'on se fixera pour le prochain mandat, que ce soit en rénovation, que ce soit en construction. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que ça me tient à cœur. Et puis, on m'a demandé d'être violent un peu, donc je vais être un peu violent. Projet Tarif à Orléans, vous connaissez tous. Hein. 120 000 mètres carrés, la moitié excusez-moi, la moitié en logement, la moitié en tertiaire, enfin en bureau. Le projet Tarif. Voilà. Un jour, il y a 1 an et demi, 2 ans, je suis allé voir la métropole et je leur ai dit 120 000 carrés, ça serait quand même bien qu'il y ait des bâtiments. Oh, monsieur Morel, il n'y a pas de problème, de toute façon, c'est un projet qui est sur 30 ans, donc d'ici 30 ans, il y aura bien des bâtiments en bois et paille. Donc j'ai fait 55, plus 10, 65, plus 10, 75, plus 10... Non, c'est trop tard, je suis mort. Donc il faut que ce soit fait. Voilà. Donc j'ai commencé à parler, ça a été compliqué, et puis à un moment, je ne sais pas si vous avez vu, au bord de la National 20, il y a eu des beaux panneaux bacaciers, vous savez, avec un tarif, des logements durables, des arbres, bancs de rivière, c'est magnifique. Et puis un jour, le premier bâtiment se construit. Et qu'est-ce que je vois? Juste derrière, des logements durables, hein, juste derrière. Des murs en béton préfabriqués, de la laine de roche, du polyuréthane. Ah, j'ai pris ça en photo, j'ai trouvé ça beau. Je l'ai pris en photo et je l'ai mis sur LinkedIn. Je suis un passionné de réseau, je suis désolé. Et j'ai caché le maître d'ouvrage quand même, parce que j'ai dit, Orléans m'est connu, mais bon, ailleurs, c'est pas grave. Ah, ça n'a pas manqué. 10 minutes après, j'ai reçu un coup de fil. Oui, monsieur Morel, qu'est-ce que c'est cette histoire? De quoi vous parlez? J'ai dit, attendez, parce que j'avais écrit sur le réseau, j'avais écrit, mais comment peut-on écrire ce qu'on écrit? Comment peut-on dire ce qu'on écrit et faire exactement le contraire juste derrière, là, à 10 mètres? Comment peut-on faire? Quelle valeur portons-nous à nos paroles et à nos gestes? Arrêtons de nous cacher les yeux. Donc ce monsieur m'a appelé, il m'a dit, monsieur Morel, vous ne vous rendez pas compte, c'est pas possible, de toute façon, vous ne nous en avez jamais parlé, et puis de toute façon, c'était pas une demande du maître d'ouvrage, le bois et la paille. Je dis, vous avez raison, monsieur. Mais vous, l'architecte, votre devoir de conseil, vous en faites quoi? Voilà, j'arrête. Merci, merci. Jean-Philippe, il y a une question sur Internet. Sur un réseau. On a filmé, c'est donc un Facebook Live, et donc une question qui a été posée à l'instant pour M. Morel. Et donc la question est de savoir si vous travaillez française du bâtiment, donc la FFB. La FFB, la catégorie des départements. Je travaille beaucoup avec des gens comme Vincent Barlin, tous ces gens-là. Vous savez, j'ai un grand principe, quand vous... Ça ne va jamais. Il faut inclure. Nous sommes plutôt une structure de type inclusive. Dire que j'ai dit au monde de la paix, j'ai dit il faut les voir Bouygues, il faut les voir Vinci, il faut les voir Eiffage. Il était complètement cinglé. Mais j'ai dit mais qu'est-ce que vous croyez? Je dis il faut aller voir la FFB, il faut les voir ces gens-là. Pourtant ils ont la connaissance. Si vous les oubliez, vous inquiétez pas, ils ne penseront pas à vous. Donc il vaut mieux travailler avec les gens, leur montrer comment on fait, et puis les emmener avec nous. Jeter les gens à la poubelle, ça ne sert à rien. Refuser, ça ne sert à rien. Il faut les amener avec nous, il faut aller les chercher. C'est pas facile, je vous l'accorde. Il y a du boulot, quoi. 2 ans de boulot, parfois, pour un bâtiment. C'est énorme. Mais il faut le faire. Voilà, c'est important. Merci Christian Morel, on peut l'applaudir encore une fois pour la verve. Et pour la petite histoire, le bâtiment de la région Hauts-de-France, de FFB, il est en bois et paille. Voilà, pour la petite histoire. Merci, merci. Je vous laisse le micro un instant. Je n'ai qu'une main de disponible. Merci. Et puis, on va donner la parole à Joël Thiesset, qui est là-bas, qui représente les Survoltés du Canal, une association abrésienne, je crois que c'est comme ça qu'on dit,
qui a pour but de mettre en place des énergies renouvelables sur l'agglomération, on va dire au sens large, et qui s'est focalisé sur l'énergie photovoltaïque. Oui. Voilà, vous nous présentez le projet, l'association, votre ambition, et puis vous avez même des images. Voilà. Ah, oui. En tant que vieux prof, j'aime bien avoir des images, ça me paraît plus parlant. Donc, en gros, oui, on est donc une association qui vient de se créer il y a un an sur Saint-Jean-de-Bray. Et le but, en fait, c'est une association qui s'occupe d'énergie renouvelable citoyenne. Hein, c'est-à-dire qu'on tient à garder un petit peu la maîtrise de ce qu'on fait et pas repasser à d'autres organismes ce qu'on est en train de mettre en place. Donc nos buts, là, c'est de contribuer à apporter de l'énergie renouvelable. Donc on est sur Orléans. Donc sur Orléans, en tant qu'énergie renouvelable, on se pose la question, est-ce qu'on fait de l'éolienne? Ça peut poser problème. Et donc on en est arrivé à la conclusion qu'on va faire plutôt du solaire. Ces histoires d'énergie renouvelable citoyenne, c'est pas complètement... c'est pas nouveau, c'est-à-dire que quelque part, cette année, il y a l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a organisé les premières assises de l'énergie renouvelable citoyenne du côté de Montpellier. Et donc, on s'est retrouvés là-bas avec 500 personnes dans un amphi pour parler de ces problèmes-là. Donc, en gros, nous, on arrive aux conclusions suivantes qu'on va pouvoir mettre du solaire donc, sur les toitures, soit des toitures industrielles, soit des toitures agricoles. On peut aussi le faire sur des maisons individuelles, mais bon, ça, c'est pas tout à fait notre ligne à nous, puisque nous, on cherche une espèce de centrale à l'eau, voire plusieurs centrales solaires. On arrive où on va essayer de regarder ce qui gêne le moins possible, c'est-à-dire qu'on va éviter de se mettre évidemment sur des zones agricoles. Et donc, ce qui nous paraît le plus sympa, c'est tout ce qui est parking, sur lequel on peut mettre des ombrières solaires. Donc, comme on est sur Saint-Jean-de-Bray, on a regardé ce qu'on avait autour de chez nous. Donc, chez nous, on a un parking qui est constitué de 3 niveaux, donc dont le dernier niveau, en fait, ne sert à rien. Donc, on a proposé de mettre dessus donc, des ombrières solaires. Et à partir de là, donc, on arrive à couvrir le dernier niveau qui, normalement, un jour ou l'autre, va être remis quand même en parking. Donc, on va avoir des ombrières solaires qui vont permettre de garder les voitures à l'ombre. Bon, pour ceux qui auraient des voitures électriques, ils pourront se brancher dessus. Et puis, accessoirement, comme on voit peut-être pas très bien sur la diapo là, les ombrières, mais les ombrières, ça nous permet de récupérer l'eau et donc ça évite aussi que l'eau qui va sur le parking soit trop élevée, donc on pourrait récupérer l'eau et puis en faire quelque chose de pas trop stupide. Ensuite, là, on est sur un projet, en gros, on va avoir un projet de 130 000 kW crête. Et donc, à partir de là, on a fait une petite étude et c'est quelque chose qui va nous coûter au niveau de l'investissement dans les 150 160 000 euros. Et donc, à partir de là, donc, notre association elle va monter une société, une SAS ou quelque chose d'un petit peu similaire, au don, faire du cross-funding, sachant que dans ces circonstances-là, la région, si on apporte 1 euro, nous abonde aussi 1 euro. Ce qui fait que notre projet, qui est autour de 160 000 euros, quelque part, il suffirait qu'on ait 80 000 euros en cross-funding pour pouvoir le monter totalement. Et donc là, vous en êtes où? Alors, on en est en fait à recevoir des devis sur ce truc-là. Et puis après, donc, il va falloir qu'on se voit avec la mairie de Saint-Jean-de-Bray pour avoir les autorisations. Et puis après, l'autorisation aussi au niveau des réseaux pour pouvoir se reconnecter au réseau. Mais
Et donc ça, c'est une question qui va se résoudre l'année prochaine, le temps qu'on monte notre société anonyme, société à action simplifiée. C'est de l'électricité pour qui? Alors c'est de l'électricité qu'on revend pour l'instant. Alors on a... À qui? Alors le problème, on le revend. Alors après, bon, c'est très compliqué parce que là, on rentre dans des systèmes, je vais dire, très contraignants. Donc si on reste en dessous de 100 kW crête, on va avoir un prix qui va être fixé et qui est fixé définitivement sur les 25 ans de vie de nos ombrières. Bon, si ensuite on veut avoir quelque chose de plus gros, on est obligé de rentrer dans un système compliqué de la Commission de régulation de l'énergie, et là, bon, c'est pas là on rentre dans quelque chose pour lequel c'est moins rentable, on va dire. Il y a en effet aujourd'hui une obligation en fait de remise sur le réseau de vente qui existe maintenant, c'est enseignement ERDF, donc ça c'est une obligation. Ce qui est important avec ce projet-là, c'est qu'on est en train de travailler pour éventuellement utiliser aussi les toitures d'un de nos lycées, donc de Saint-Jean-de-Bray, le lycée Monod ou Gaudier-Bresca. L'idée pour nous, on l'a fait dans d'autres lycées, dans une vingtaine de lycées à peu près sur la région. L'idée pour nous, c'est de couvrir ce qu'on appelle ce talon de consommation qui aujourd'hui représente à peu près 30% de la consommation d'un lycée. Et donc on est aujourd'hui en capacité, à partir du moment où on couvre les toitures bien exposées d'un lycée, on sait qu'on peut arriver à produire l'énergie nécessaire pour couvrir ce talon. Ce que je voulais dire sur les panneaux photovoltaïques, il n'aura certainement pas échappé à certain nombre d'entre vous qu'un autre candidat municipal à Orléans a une proposition d'installation de ferme solaire. Il se trouve que ce candidat, visiblement, a oublié qu'il a été maire pendant 15 ans d'Orléans et dans la majorité actuelle depuis 19 ans, parce que sa proposition, aujourd'hui, va complètement à l'encontre de ce qui doit être fait pour la production d'énergie renouvelable, et vous l'avez entendu à l'instant. On doit utiliser les toitures, on doit éventuellement mettre en place les ombrières, mais en priorité, en tout cas, utiliser les toitures des bâtiments industriels, des lycées, on en a parlé à l'instant, des écoles. C'est ce qui doit être fait, et surtout ne pas aller utiliser des surfaces au sol. Alors les zones agricoles, on n'en parle même pas, c'est-à-dire que je vous expliquais tout à l'heure qu'on cherche à développer une agriculture locale, bio, on ne va certainement pas utiliser des zones agricoles pour produire l'électricité, y compris renouvelable. Mais par contre, on ne doit pas non plus utiliser des zones qui sont aujourd'hui des friches urbaines, qui ne seront peut-être pas d'ailleurs, parce que ça fait partie des choses qui se regardent, mais en tout cas pas utilisées en tant que zone agricole, mais qui par contre pourront être reconstruites. Et donc aujourd'hui, se dire qu'on va aller mettre des panneaux solaires au sol pour produire de l'énergie est simplement une ineptie. Il faut absolument se dire que lorsqu'on fait des productions d'énergie renouvelable, et en particulier photovoltaïque, on utilise des toitures et qu'on a largement les dimensions, les mètres carrés nécessaires pour faire cette production sur les toitures existantes. Est-ce que vous avez des questions à Joël Thiesset? Oui. Oui, pour ce qui concerne l'énergie électrique, pourquoi exclure d'entrée de jeu les éoliennes, les champs éoliens, même si effectivement il y a des oppositions, même s'il y a surtout des restrictions réglementaires qui sont énormes, il y a les restrictions dues à la base de Brissy, il y a les restrictions dues à la loi sur les paysages, mais néanmoins la production d'un champ éolien est infiniment plus importante que celle du solaire, même si les deux sont nécessaires. Et puis il y a un autre type d'énergie pour le chauffage, dont on ne parle pas trop dans la région, qui est la géothermie. Châteauroux, par exemple, ça fait des dizaines d'années qu'un tout un quartier HLM est chauffé par la géothermie. À Orléans, il y a PRGM, qui est le spécialiste mondial de la chose. Il y a eu des expériences d'ailleurs à Melrès, à Saint-Denis-en-Val, il y a très longtemps. Elles ont été malheureuses, ces expériences, parce qu'à l'époque, la technologie n'était pas au point. Ça a tellement traumatisé Orléans que depuis, on n'entend plus parler. Et la technologie a évolué, on sait faire maintenant, c'est dommage de s'en passer. Alors pour les éoliennes, on est basé sur l'agglomération, donc l'idée, c'est de ne pas utiliser d'éoliennes, même si Bernier, à une époque, en proposait des totales. Ensuite, pour tout ce qui est,
eau chaude qu'on va capter dans le sol, c'est pas notre niveau de compétence. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas porter ce genre de projet. Un projet photovoltaïque, c'est très facile à faire. Moi, ça me prend 1 heure. Par contre, un projet avec de l'eau dans le sol à recycler, etc., c'est nettement trop compliqué pour une petite association comme nous. Voilà. Alors, pour ce qui est de la géothermie, il faut savoir qu'on a un potentiel géothermique important sur la métropole. On a l'avantage de ne pas avoir l'obligation d'aller trop profond pour pouvoir faire les forages nécessaires à la géothermie. On avait défendu avec le BRGM justement l'idée que le nouvel hôpital d'Orléans pouvait justement utiliser la géothermie pour pouvoir justement chauffer ces équipements qui malheureusement n'ont pas eu l'écoute nécessaire, toujours du même, celui qui a oublié qu'il était maire pendant 15 ans et qui était en majorité là depuis 19 ans, parce qu'il considérait que la chaufferie biomasse était sa priorité, et ça a d'ailleurs été très clairement exprimé dans son dernier document, puisque c'est ce qui a permis en effet de faire baisser de 12% les dégagements de gaz à effet de serre sur la métropole. Ce sont les 2 projets de chaufferie biomasse qui ont été donc installés sur la source et au Blossière. Et donc aujourd'hui, parce qu'on a fait ce choix de ces chaufferies de biomasse, en particulier au sud, alors qu'on pouvait très bien imaginer avoir les deux, avoir et la chaufferie et également la géothermie, mais on se retrouve dans la situation où on n'a aucun démonstrateur de la qualité de la géothermie pour pouvoir chauffer des bâtiments, parce qu'il faut un potentiel. On va pas, la géothermie se fait évidemment pour les individuels s'ils le souhaitent, mais l'intérêt pour une collectivité comme la nôtre serait évidemment d'utiliser ce nouvel hôpital pour pouvoir montrer que c'était possible. Le BRGM était prêt, ils avaient fait toutes les propositions pour pouvoir lancer ce projet. La région était prête, elle, à payer les études et puis le premier forage et prendre ce risque pour la métropole, et ça a été refusé par les élus en place. Donc aujourd'hui, il y a un véritable potentiel géothermique et donc encore des possibilités de développer la géothermie. L'éolien, évidemment, en métropole, on est un petit peu plus limité en termes d'espace sur la capacité à faire, mais je vous rejoins sur le principe au niveau national. On doit avoir un mix de production énergétique en énergie renouvelable. Ça passe par l'éolien, par le solaire, par la géothermie, par les gaz. Voilà, on a énormément de potentiel en énergie renouvelable et de capacité à faire pour remplacer en particulier les moyens de production actuels. Une question sur Facebook aussi. C'est ça. Oui, j'avais une question par rapport à ces énergies renouvelables. Est-ce que ces projets d'énergie renouvelable vont permettre une sobriété énergétique, en fait, vont faire en sorte qu'on va arrêter des panneaux lumineux comme ça partout dans Orléans et pouvoir faire baisser notre consommation d'électricité due aux centrales nucléaires, parce qu'on a une centrale nucléaire à 40 km d'ici, dont on a fêté le 50e de son premier accident nucléaire l'année dernière. On fête le 40e de son deuxième accident nucléaire, et en même temps, avec le contexte actuel terroriste et tout ça, ce sont des lieux qui sont de plus en plus difficiles à protéger. Donc le but du jeu, ça serait d'avoir des énergies renouvelables comme ça, d'avoir des associations qui se mettent, qui font ces projets-là. Ça serait de se sortir un petit peu du nucléaire, qu'on dit décarboné, alors qu'il n'est pas si décarboné que ça finalement. Alors, vous avez complètement raison sur le principe de la sobriété. C'est-à-dire que on a suivi à la région, et on a d'ailleurs, dans le cadre d'une association qui s'appelle Virage Énergie, lancé un projet Négawatt, donc, qui permet justement, et qui a cet objectif de pouvoir sortir du nucléaire. Alors, on a une sorte de croisement des courbes et une capacité à pouvoir sortir du nucléaire dans 20, 25, 30 ans selon les schémas, en tout cas entièrement les arrêter au fur et à mesure. C'est justement par la sobriété, c'est-à-dire la réduction de la consommation électrique, tout en maintenant évidemment ce qui est nécessaire pour faire tourner un peu de lumière. C'est pas le retour à la bougie, hein, on nous reproche souvent aux écolos, c'est bien de conserver une production électrique grâce aux énergies renouvelables, et puis la sobriété pour évidemment faire baisser cette consommation. C'est grâce à ces deux angles d'attaque qu'on pourra petit à petit fermer les centrales nucléaires et sortir
d'une production d'énergie qui est en plus l'énergie fossile. Contrairement à ce qu'on peut nous expliquer, c'est bien évidemment l'uranium, on va le chercher dans la Terre. Et donc on est aussi sur l'énergie fossile, ça veut dire qu'on crée aussi des problèmes de géopolitique à terme pour pouvoir extraire cet uranium. Et donc voilà, il y a un objectif, celui de cette sortie, mais ça passe par la sobriété et par une production supérieure et toujours exponentielle des énergies renouvelables. Oui. C'était 20h30, oui. Le premier réacteur de Fessenheim a été fermé ce soir à 20h30. Moi, je voulais encore juste vous faire une remarque et vous remercier pour ce que vous venez de dire, parce que j'ai assisté aux réunions, à toutes les réunions du PCAET de la métropole, et que la priorité du PCAET de la métropole d'Orléans, c'était de s'occuper des énergies renouvelables, mais pas des économies d'énergie. Et moi, je leur disais, mais attendez, le principe c'est d'économiser, de faire des bâtiments performants, d'isoler. Non. L'objectif, c'est de faire de l'énergie renouvelable. Voilà. Et moi, je trouve que la réponse de M. Grand est intéressante, parce qu'effectivement, donnons la priorité d'abord aux économies d'énergie, parce que l'énergie la moins chère, il n'y en a qu'une, c'est celle qu'on ne consomme pas. Merci, on peut remercier Joël Thiesset et Survolté du Canal, ainsi que les éclairages consécutifs. Est-ce que vous êtes présent sur Internet, on peut suivre votre activité ou pas encore? Pas encore, mais on peut aller sur le site énergiepartagée.org qui regroupe toutes les associations qui font à peu près la même chose que nous. Énergiepartagée.org au singulier ou au pluriel? C'est affiché, parfait, c'est dans mon dos, c'est parfait. Merci. Alors on a parlé du BRGM, et ça me permet une petite transition intéressante. Notre dernier intervenant s'appelle Gonéry, c'est pas facile à prononcer comme ça, mais je m'en sors pas trop mal, je suis content. Le Causanais, qui travaille au BRGM et qui est notre dernier témoin, puisque Julien Rennes soufflait une expression cyclotaffeur, c'est-à-dire adepte inconditionnel du vélo au quotidien. Et dans le cadre de ce témoignage, pour finir, le vélo c'est une des thématiques récurrentes de ces questions de transition, enfin, les modalités de déplacement plus douces. Et bien votre témoignage sur les allées et venues, j'imagine, entre votre lieu de résidence, votre lieu de travail, votre expérience du traitement des pistes cyclables ou pas, vos expériences nous intéressent pour rebondir, encore une fois, avec l'actualité politique et les élections à venir. Voilà. Merci de votre invitation. Est-ce que je peux commencer par vous poser une question? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se déplacent à vélo, même occasionnellement? Alors vous êtes bien au-dessus des 6% de part modale qui sont annoncés sur Orléans Métropole. Et est-ce que, alors si vous pouvez garder la main levée, si vous pensez que les pistes cyclables actuelles ne sont pas tout à fait satisfaisantes? Bon, ben alors en fait j'ai une pression finie finalement. Voilà. Donc j'ai une chose extraordinaire, c'est que je veux... Ah bon, mais moi je fais Orléans-la Source tous les matins là, entre le Pontina et Orléans et je me plains pas tant que ça finalement par rapport à ça. Et le soir aussi, vous voyez. Je suis complètement d'accord avec vous, voilà. C'est-à-dire qu'en fait je pense que moi j'ai la chance. C'est ça. Elle n'entend pas là. C'est mieux dans le Oui, je disais que je pense que sur cet axe-là, je fais la source, c'est pas trop coupé en vélo et c'est plutôt bien aménagé. Après, c'est dans la ville elle-même, dès qu'on sort de certaines zones, on arrive vite dans des terrains assez dangereux. Voilà. Ben, en fait, je pense que vous avez parfaitement raison. Et en fait, je pense que les gens, voilà, bon, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a un certain nombre d'avantages à faire du vélo. On limite les bouchons, on limite la pollution. C'est meilleur pour la santé. Si vous êtes gourmand, vous pouvez prendre 2 desserts, ça ne pose pas de problème. Et puis, voilà, les émissions de gaz à effet de serre, tout simplement. Et je pense que les gens ne peuvent pas se mettre au vélo uniquement sur la base de ces considérations-là, mais ils y vont parce que ils ne prennent pas trop de risques, en fait. Et parce que c'est agréable. Moi, j'ai la chance d'être sur un itinéraire. Il n'est pas tout à fait sécurisé. J'ai 3 collègues qui ont eu des accidents au cours des 2 derniers mois. Là. Depuis très longtemps et bon malheureusement l'agglo n'écoute pas tant que ça, voilà. Alors je pense que les services administratifs écoutent, mais les élus considèrent que les associations vélo, bon, c'est un peu des gens qui en veulent trop, quoi, voilà.
Et toujours est-il que je pense que ce dont on a besoin, et ce dont vous avez besoin aussi, vous les cyclopasteurs, c'est un réseau de pistes cyclables, c'est les fameux axes est-ouest, nord-sud dont on parlait tout à l'heure, avec les panneaux que vous avez là. Et voilà. Et donc nous on utilise une piste en fait finalement qui a été créée. Entre deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des enquêtes là, de la FUB, l'association des usagers de la bicyclette. Il y a Julien Ray qui a fait des résultats de cette enquête. Et donc, si en résumé, je crois que la conclusion c'était vers 2075, au rythme où on va, on devrait être pas mal en fait. Mais pas avant 2075. Hein. Voilà. Donc, du coup, je pense que voilà, je ne représente que moi-même, hein, je suis juste une personne qui fait du vélo. Il y a des associations vélo qui essaient d'interagir avec les élus aujourd'hui, qui n'y arrivent pas malheureusement. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aussi avec d'autres programmes, notamment cette fameuse passerelle qui coûterait 20 millions d'euros. Voilà, on ne veut pas 20 millions d'euros pour construire une passerelle qui partirait de nulle part et qui coûterait n'importe où. En fait, ce qu'on voudrait, c'est plutôt un réseau d'infrastructures qui permettent de se déplacer. Mobiliste, c'est pour dire, plus il y a de gens qui se déplaceront en vélo, plus il y aura de place pour les automobilistes qui auront vraiment besoin de se déplacer en voiture. C'est aussi pour que les enfants, lorsqu'on se déplace avec des enfants, moi personnellement, j'ai des enfants de 11 ans, 6 ans, je me déplace pas en vélo avec eux, quoi, sauf le dimanche matin, parce que je sais que voilà, c'est dangereux. Hein. Et donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes finalement sur le programme de Jean-Philippe Grand, sur ces déplacements à vélo. Et voilà, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Juste pour faire une petite transition, je vous invite vraiment, avant de partir, à aller du côté gauche là-bas, tracer votre piste cyclable rêvée sur l'axe nord-sud, sur l'axe est-ouest. Voilà, l'idée c'est d'étudier de tenir compte, si je comprends bien, des utilisateurs et des besoins des utilisateurs. Voilà, juste, moi, une petite question que je rajouterais avant ton intervention. Flux séparé ou pas, dans quel endroit? Parce que moi, la piste cyclable, j'y crois moyennement quand je vais à Olivet sur la piste cyclable et que je vois le flux de bagnoles au moment où je dois traverser des voitures qui sont à 70. J'aime mieux l'intramail avec des voitures qui sont obligées de ralentir parce que, comme c'est dit, je suis sur la route. Voilà, enfin bref, ça m'intéresse d'entendre des choses là-dessus. Alors, on touche à deux points très importants qui représentent vraiment la manière dont nous pensons la façon tout simplement de diriger une ville. La première, c'est l'écoute. Quand Valérie explique à l'instant qu'on a signalé plusieurs fois ce qu'on appelle les points noirs au niveau de la métropole, des endroits qui posent réellement des problèmes qui sont dangereux, qu'il n'y a pas une appropriation par les élus, par la collectivité pour dire on doit réduire ces points qui sont accidentogènes, on a un véritable problème. On doit aujourd'hui tenir compte, on a la chance d'avoir des personnes qui font l'effort de signaler un certain nombre de problèmes, on se doit d'aller regarder ce qui s'y passe. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire tout de suite, mais on doit en tout cas écouter et régler ces problèmes-là qui sont des problèmes importants pour l'ensemble de la population et en particulier en l'occurrence les cyclistes. Mais c'est le cas pour des exemples, on trouvera énormément d'associations qui ont les mêmes difficultés à se faire entendre et ça fait partie des propositions que l'on fait, au-delà de l'engagement écologique, de l'engagement de solidarité que l'on a pris, il y a celui de la démocratie. Il y a celui de la capacité à l'ensemble de la population de pouvoir se saisir de sujets et que les élus, avec eux, travaillent à la résolution de ces problèmes. Et on propose dans ce principe-là différentes actions, mais une qui est majeure, qui est la création de comités de pilotage, et on en fera un pour ce qui est des pistes cyclables, pour faire ce travail de fond avec des personnes qui s'engagent au sein des associations, avec des élus, avec des services, avec des experts dans le domaine, et c'est des personnes qui travailleront ensemble pour pouvoir sortir un véritable plan vélo, un véritable schéma de déplacement en vélo au sein de notre métropole. Pour ce qui est des voies sécurisées, différenciées, il y a avec l'énergie, mais quand on réfléchit bien, la diversité de sujets, si ce n'est tous, c'est cette idée qu'il faut mixer les méthodes. Et en l'occurrence, je suis une trame verte et bleue, est-ouest, on doit avoir une trame verte
nord-sud, et ensuite on doit irriguer dans les quartiers, mais il est évident aussi qu'on pourra faire toutes les infrastructures que l'on souhaite, avoir la piste cyclable devant chaque habitant, chaque habitation d'Orléans. Il faudra bien à un moment qu'il y ait ce partage de l'espace public entre les différents modes de déplacement. Et donc, réduire la place de la voiture en ville, c'est en réalité donner à chacun la possibilité d'utiliser le mode de déplacement qu'il souhaite, et qu'il soit piéton, qu'il soit cycliste, qu'il soit en voiture. Et donc ça, c'est un des points pour nous vraiment important, de se dire qu'on doit être en capacité de tenir compte des différents usagers et de leur donner la possibilité de se déplacer en sécurité. Et donc il y aura, oui, des pistes cyclables séparées. On enlèvera d'ailleurs à certains endroits les contresens cyclables. Je pense à une rue, par exemple la rue des Cures, il faut que j'y travaille et que je peux voir la dangerosité d'avoir des voitures qui sont garées dans cette rue qui est un sens unique, et de voir des vélos qui remontent, qui légitimement, parce que vous avez un petit vélo tracé au sol, se disent bah, je suis prioritaire sur cet axe-là, alors qu'en fait les voitures arrivent en face et que ça devient très dangereux. Donc il y a un travail à faire d'appropriation des espaces, de certaines en voie unique, en sens unique, et puis surtout, malheureusement, de retravailler certaines voiries qui ont été rénovées il y a quelques années maintenant, mais pas suffisamment longtemps a priori pour qu'on y retourne, mais qui nécessiteront de pouvoir créer des pistes cyclables. Il y a un certain nombre de faubourgs à Orléans qui ont été rénovés il y a quelques années complètement, et on a oublié de faire des pistes cyclables. Je pense que là, on a loupé une occasion. Il faut absolument y revenir et donner la possibilité d'avoir ces axes sécurisés au sein de notre métropole. Des remarques, des questions parmi vous, à Jean-Philippe ou à Gonéry qui est à côté de nous. Oui. Bonjour, je vous entendais parler de quelques voies à sens unique, pourquoi quelques, pourquoi pas 100% déjà? Et pourquoi se restreindre, pour parler de lenteur, pourquoi se restreindre? Après tout, Lyon et Strasbourg sont les premières zones 30 en Europe, en surface, pourquoi pas Orléans? Moi je pense qu'en matière de sécurité, il faut faire des choix clairs, des choix lisibles, et que les gens puissent se dire, ma rue va être requalifiée, je vais bientôt avoir ma rue en sens unique, je vais bientôt avoir ma piste cyclable, etc. Il faut avoir une politique, pour moi, qui soit très compréhensible et claire, puis aller dans une direction plutôt ambitieuse. C'est pas un manque d'ambition, c'est juste la connaissance d'Orléans. Moi, j'y suis arrivé, j'avais 2 mois, donc c'était il y a 52 ans, et j'ai dit à certains endroits où ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire, ça veut pas dire qu'on n'est pas volontaire pour compte aussi des déplacements d'une manière générale. Il y aura évidemment un nombre de rues important qu'on pourra mettre en y compris en disant aux automobilistes vous devez rouler au pas parce que vous partagez cette rue avec des cyclistes et des piétons. Vous ne le savez pas et personne ne le savait, et y compris moi jusqu'à il y a quelques jours, mais Orléans a travaillé déjà en zone 30. Mais les élus ont expressément demandé à ce que ça ne soit pas communiqué. Moi, je pense qu'il faut en effet communiquer là-dessus pour expliquer pourquoi on demande de la zone 30 et pourquoi on propose un partage de la voirie qui soit équilibré pour l'ensemble des usagers. Donc, encore une fois, ce n'est pas un manque de volonté et de clarté dans notre esprit, mais simplement le fait qu'il faut tenir compte de tous les enjeux et donc, on dirait on ne veut plus de la voiture du tout. Ce qui a été dit tout à l'heure est très bien dit, c'est qu'un certain nombre de personnes ont besoin d'une mobilité réduite, il y a différentes raisons qui font qu'on peut être obligé d'utiliser sa voiture. L'idée est bien de partager les espaces, de ne pas faire la politique du tout-voiture comme on le voit depuis plus de 30 ans sur Orléans et un peu partout en France, mais par contre, bien comprendre que c'est justement parce qu'il y a une possibilité d'avoir une alternative à la voiture, expliquer aux personnes que ça se passe très bien quand on prend son vélo, on peut aussi marcher en ville, on pourra permettre à certains d'utiliser comme ils en ont besoin leur voiture. C'est un partager l'espace et pas un diktat d'un mode de déplacement quel qu'il soit.
bonsoir. En fait, je ne sais pas si c'est un scoop, mais j'ai entendu qu'à l'aglo, le budget pour le vélo allait vraiment augmenter de façon significative. Je ne sais pas si vous en avez parlé, j'ai peut-être raté. Est-ce que vous allez pouvoir vous en approprier une fois élu comment vous allez s'approprier tout ce budget qui va être mis dans le vélo? Parce qu'il me semble qu'il va y avoir des grosses décisions qui vont être prises bientôt sur des autoroutes à vélo. Donc, comment vous vous placez par rapport? C'est quand même quelque chose de significatif sur la vélo si ça se passe. Alors, historiquement, on dépensait entre 500 000 € et 1 million d'euros par an pour justement la politique cyclable. Ce qui veut dire que, et vous l'avez remarqué, on a surtout beaucoup acheté de peinture. L'idée, et ce qui a été voté par la métropole il y a quelques semaines maintenant, c'est un plan vélo de 53 millions d'euros sur 10 ans. Et donc, a priori, on est en tout cas en moyenne à 5 millions par an. Donc quand on multiplie un budget par 10, on doit pouvoir faire un certain nombre de choses avec. Et donc évidemment, pour le coup, il y aura une continuité républicaine, on sera heureux de pouvoir le Alors à peu près, on irait encore un tout petit peu plus loin, on considère qu'il faudrait entre 7 millions et 7,5 millions par an pour pouvoir rattraper le retard que l'on a sur un certain nombre d'autres métropoles ou agglomérations de même type que la nôtre. Mais disons qu'avec 5,3 millions, on peut déjà faire des choses. Et en tout cas, on va s'y atteler dès le 23 mars. Pour faire de la place aux circulations douces, il faut donc réduire la circulation automobile, mais pas seulement celle des Orléanais, bien évidemment, ça devrait être sens, également celle des automobilistes en transition dans les villes. Ça un territoire beaucoup plus vaste que la métropole, et je pense au projet défendu par Nystrom en son temps, l'étoile ferroviaire qui desservait à l'époque Pithiviers, Orléans, Châteauneuf, Orléans, etc., au nord, au sud, à l'ouest, etc. Et je voudrais savoir si effectivement dans votre il y a cette partie-là qui est également incluse, évidemment liaison, puisque c'est lui qui a les moyens avec l'État, éventuellement de réouvrir un jour cette étoile ferroviaire. Alors, les deux projets que l'on a, mais qui là aussi sont anciens, c'est Orléans-Châteauneuf et puis la gare de Saint-Cyr. Cette idée qu'on pourrait, ayant justement le BRGM, CNRS, la capacité à pouvoir utiliser la voie ferrée qui va vers Verdon, pour pouvoir faire ces premiers qui permettent de rejoindre la gare de Fleury et puis ensuite de pouvoir aller sur Paris, paraît être aussi une idée intéressante, mais qui existe depuis un certain nombre d'années. Peut être acteur. On a loupé de très peu la ligne Orléans-Châteauneuf, il faut le savoir. C'est le maire actuel, lui, à l'époque, a expliqué qu'il fallait prendre sur l'emprise de la gare et donc enlever un petit peu de parking. Il a considéré que ce n'était pas quelque chose de tenable. Il y avait d'autres raisons, évidemment, derrière tout ça pour expliquer Orléans-Châteauneuf. Je pense que ça a été une erreur de la refuser à l'époque. Aujourd'hui, du coup, on repart sur de nouvelles études au niveau régional et on veut faire cette ligne Orléans-Châteauneuf, mais voilà, il va falloir évidemment. On était quand même sur un potentiel important. Je pense en particulier à partir de Chessy, Saint-Jean-de-Bray, on avait un réel potentiel pour ramener des personnes vers la ville et en leur donnant une alternative plutôt que de prendre la voiture. On voit bien que l'axe est-ouest vers le centre d'Orléans est très encombré. Je pense qu'au Bourgogne, par exemple, on voit bien qu'il y a des réels soucis pour accéder à la métropole et que si on faisait l'alternative par le rail, il permettrait à un certain nombre de personnes d'utiliser le train plutôt que la voiture. Ouais, je voulais juste rebondir par rapport à votre surprise du 30 dans le cœur de ville. En fait, ça fait plusieurs mois que ça existe. Et en même temps, on a vu fleurir des petits vélos en contresens, toutes les rues en sens unique. Et donc moi, j'habite le quartier. La rue des Cures, c'est une avenue par rapport à certaines rues dans mon quartier. Donc quand il y a un stationnement, une voiture, un vélo en contresens, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Il n'y a pas la place. Les rétros se frôlent. Donc ça veut dire que la voiture s'arrête et puis le vélo passe sur le trottoir. Il y a deux écoles
Ce que vous dites me parle très beaucoup, évidemment. Bon, les voies de bus, évidemment, moi j'ai un bus qui s'est rabattu sur moi à Tao une fois parce que voilà, j'étais en vélo, j'allais pas assez vite, il fallait passer, il s'est rabattu sur moi, je l'ai tapé dans la vitre et puis il m'a guirlandé, quoi. Voilà, bon. Alors évidemment, du coup, je suis pas très convaincu des voies cyclables sur voie de bus, si ça fonctionne comme ça. Derrière, c'est pareil. Hein, oui, évidemment. Le deuxième point que vous dites, les bicyclables sur trottoir, je pense que ça rejoint exactement ce que vous disiez juste avant. Hein, il y a des solutions qui sont différentes selon les endroits. Il y a des endroits où on est en zone 30, il n'y a pas beaucoup de trafic, il n'y a pas besoin de piste cyclable. Il suffit de dire on va sur la route, point final. Et on met rien, on met pas de peinture, etc. Ça suffit, quoi. Et mettre des vélos sur les trottoirs, des dessins sur les trottoirs, pour après créer des conflits piétons-cyclistes, pour après qu'on entende une adjointe au maire nous dire il y en a marre des vélos sur les trottoirs, alors que pendant 3 ans ils ont mis des vélos sur les trottoirs. Bon, je veux dire, il faut arrêter, quoi. Voilà. Moi je suis très sensible aussi au problème des piétons qui n'ont pas envie de voir arriver des cyclistes à fond les manettes sur les trottoirs. Hein. Le troisième point, c'est les contresens cyclables. Alors c'est vrai qu'à Orléans, il faut avoir le corps un peu accroché pour les prendre. La réalité, en fait, qui est faite sur ces contresens cyclables, c'est qu'en zone 30, en fait, il n'y a pas d'accident avec ces contresens cyclables. En fait, il y a une bonne visibilité entre les voitures qui arrivent en face et des vélos. Alors c'est sûr que je n'emmènerai pas mes enfants dans les contresens cyclables orléanais. C'est sûr aussi que comme il y a beaucoup de stationnement sur la voirie, en fait, il y a cette fameuse zone d'emportiérage, les 1,50 m autour des voitures, qui font que quand on ouvre une portière sans regarder, on se prend le cycliste et là, il y a des vrais accidents, quoi. Alors, le code de la route vous autorise à tout milieu. Bon, voilà, les automobilistes, des fois, ils n'aiment pas. Mais toujours dit que par rapport au contresens cyclable, je pense qu'il faut pas dire CHT, en fait. Je pense que c'est quelque chose, en fait, quand on regarde les statistiques, il n'y a pas tant d'accidents avec ça. Et de toute façon, il n'y a pas tant d'accidents de vélo que ça, en réalité. Des vrais accidents de vélo, ils sont plutôt hors agglomération. En fait, c'est les cyclo-sportifs qui, malheureusement, se font renverser par l'arrière parce que les gens regardent leur téléphone. Alors, peut-être sur le... Oui, il y a encore une intervention. Peut-être sur le vélo, on va peut-être s'arrêter aussi après. C'était juste par rapport au contresens cyclable. Du coup, j'utilise mon vélo et c'est vrai que sur Orléans, normalement, le code de la route, il dit qu'il doit y avoir 1 mètre entre un vélo et une voiture. Et dans beaucoup de rues d'Orléans, en gros, on ne peut pas se croiser. Donc du coup, pour moi, ça c'est une aberration. Et du coup, même si vous dites que 30 km/h, c'est pas dangereux, pour moi, je trouve ça quand même très dangereux, en fait. Voilà. Si vous avez un ascenseur en face, c'est dangereux. Mais la réalité, c'est que les gens, ils ralentissent, quoi. Je veux dire, on arrive, on se voit, on se pousse un peu, on ralentit, etc. Parce que ça se passe bien. C'est les trois, c'est ce qui se passe la plupart du temps, en fait. Et apparemment, voilà, le retour au niveau national, c'est qu'il n'y a pas tant d'accidents que ça. Je ne suis pas un fanatique du contresens cyclable. Hein. Je pense juste que c'est pratique, parce que quand vous êtes à vélo, un détour de, 3 ou 4 détours de 500 mètres, normalement ça commence à faire beaucoup et ça devient difficile. Oui. Alors, une dernière question sur cette thématique du vélo, avant de réélargir, si vous voulez bien, à toutes les thématiques de la transition. Ça tombe bien, c'est pas sur le vélo, en fait. Alors, je vais peut-être juste faire la conclusion. Ok. Oui, libérer les personnes, les remercier. Voilà. Comme ça, Valérie va venir avec moi. Je vous laisse parler. Exactement. Juste, moi, je remercie d'abord Bonnery, le Causanet d'avoir témoigné de sa pratique du vélo. Je remercier chacun de nos témoins, à savoir Justine Dadas, Julien Lebrise, Marianne Cochon, Christian Morel, Joël Thiesset et Godéry. Merci d'être venus témoigner de vos pratiques, de votre activité, de votre engagement. Et moi, Jean-Philippe, j'ai une question qui va peut-être démarrer avant celle du public. Moi, j'ai envie de faire gagner la ville en transition et j'aimerais bien que tu me dises comment cette ville va pouvoir gagner avec toi et que tu nous racontes un peu comment il y a un peu d'espoir qui naît sur cette thématique et sur tous ces engagements que vous avez comme tous ces acteurs-là. Merci.
Alors, il se trouve que la raison pour laquelle on a demandé à ces témoins de venir, et je tiens également évidemment à les remercier, c'est que on a l'expérience dans cette équipe, on a la conviction que la transition non seulement est possible, mais qu'elle a déjà commencé. Il y a beaucoup d'endroits où ça a déjà commencé, et ça a visiblement aussi commencé sur Orléans, dans la métropole, avec un certain nombre d'engagements citoyens qui se sont mis en œuvre. Et donc, nous, ce que l'on souhaite tout simplement faire, c'est enclencher cette transition, le mettre en place en s'appuyant sur les expériences des membres de notre équipe, sur celles des citoyens qui s'engagent, et puis sur ce qui a pu se passer ailleurs, en France, en Europe. Et en tout cas, c'est ce que l'on s'engage à faire pour les 6 prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle on voulait aborder ces sujets-là avec vous ce soir. Et puis maintenant, passer à un temps d'échange global, que ce soit sur la transition ou tout autre sujet que vous souhaitez aborder. Avec Valérie, on va pouvoir répondre à vos questions. Merci. Bonsoir, je vais m'exprimer au nom de Alternativa Orléans, donc un mouvement citoyen qui a interpellé les listes candidates à Orléans pour leur proposer un pacte pour une transformation écologique avec 4 thématiques clés. Et donc on a rencontré toutes les listes, dont OSE, qui s'est engagé très fortement sur ces différents points, et on a sorti un bilan des engagements pris. Et on va avoir la même démarche vis-à-vis des programmes. On va essayer de faire une sorte d'évaluation, appréciation des programmes. Donc là, on est en train d'étudier à la loupe les programmes. Et donc, concernant celui de OSE, qui est l'objet de ce soir, on a une petite déception, en fait deux. C'est tout d'abord concernant en fait la rénovation énergétique. C'est abordé très très brièvement et il n'apparaît pas non plus la lutte contre la précarité énergétique, ce qui nous semblait important, et c'est simplement d'y figurer, puisque une écologie ne peut être que réussie que du coup avec une justice sociale. Et donc voilà, on aurait, par rapport aux engagements qui ont été pris, même si on sait qu'un programme ne peut pas faire figurer tout et qu'il faut que ça reste accessible à tout le monde, on est un peu déçu de la place qui est accordée. Et par rapport à la zéro artificialisation nette, ça n'y figure pas, alors que justement lors de l'entretien, il a été dit qu'il fallait que ça y figure. Et j'ai relevé une phrase dans le programme, vous évoquez une urbanisation raisonnée permettant d'accueillir de nouveaux habitants tout en donnant de la place à l'agriculture urbaine et périurbaine. Est-ce que cela veut dire que l'objectif de zéro artificialisation nette est abandonné? Voilà ma question. Et la deuxième, c'était par rapport aux panneaux publicitaires et notamment numériques. Est-ce que vous avez communiqué sur ces différents points pour peut-être détailler un peu plus votre programme? Merci. Alors, sur les 2 premiers points que vous avez abordés, sur celui de la précarité énergétique, la proposition que l'on fait, c'est d'aller vers ceux qui ont en effet, je l'ai expliqué dès le début, pas d'écologie sans solidarité, et c'est donc un point crucial pour nous. Aujourd'hui, on sait que les personnes qui sont plus en précarité énergétique et qui ont un potentiel d'accompagnement peuvent couvrir à peu près la moitié de leurs besoins financiers pour pouvoir faire la rénovation énergétique du logement. On sait aussi que la rénovation d'un logement, en moyenne évidemment, selon les logements, c'est à peu près 35 000 €. Et que donc, pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas les moyens, même si on leur propose 50% d'aide, elles ne peuvent pas faire ces travaux. Ce que l'on propose, nous, c'est d'aller chercher des fonds européens qui aujourd'hui ne sont que très peu sollicités par la métropole, et aider ces personnes grâce à ces fonds pour aller jusqu'à 80-90% du montant nécessaire aux travaux. Et donc, en arrivant à ces montants-là, on considère que le reliquat de quelques milliers d'euros pourra être emprunté auprès d'une banque à qui on aura expliqué, en accord évidemment, et pourquoi pas en garantie de la métropole, le fait que ces 3-4 000 € qui restent à payer soient du coup faits sous forme de prêt et étalés dans le temps pour que la personne puisse se permettre de faire ses remboursements et de récupérer cet argent grâce aux économies d'énergie réalisées.
ce travail-là sur la partie précarité énergétique. Ensuite, on a sur les panneaux numériques, on est dans un contrat global, alors une expérimentation jusqu'en 2021. Ce que l'on pense, nous, c'est que ce type de panneaux, qui sont des panneaux qui sont énergivores, même nécessité, parce qu'ils ont évidemment été fabriqués, et donc on nécessitait là aussi de l'énergie, sont que peu d'utilité pour notre collectivité, et donc on part nous du principe qu'on doit éradiquer ces panneaux numériques. On va regarder, on essaye de trouver les contrats depuis quelques jours, je peux vous dire que j'arrive pas pour l'instant en tout cas à les récupérer, enfin l'idée c'est qu'on puisse savoir exactement ce qu'il y a derrière ces contrats, et puis on verra comment on peut justement se passer de ce type de panneaux. Troisième point, je te laisse le coup. Vous voulez éviter le one-man show? Ouais, mais c'est... il faut me redonner le troisième, parce que... Artificialisation. Il me fait perdre. Zéro artificialisation. Oui, alors, ça c'est un plus. Le pire, c'est que j'ai défendu ça en conseil de métropole. L'idée que lorsque ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, ça veut dire que lorsque on vient construire quelque chose à un endroit, on trouve le moyen de libérer à un autre et de rendre à l'état naturel une surface pour que du coup on ait un équilibre qui se fasse sur la durée, donc en l'occurrence la durée d'un mandat. Ça veut dire en gros le meilleur moyen c'est évidemment de limiter les constructions, mais on peut avoir un certain nombre de... Pour donner l'idée, on l'a évidemment travaillé sur ce qu'on appelle la profession de foi, qui sera le dernier document qui sera donc, avec les bulletins de vote dans quelques semaines maintenant. Et donc vous verrez réapparaître de manière très claire un certain nombre de points, dont celui-là, qui est de cette idée qu'on doit pouvoir, dans les années à venir, éviter de continuer à prendre, en particulier sur les zones agricoles, ce qui est le cas aujourd'hui dans le schéma de cohésion territoriale, qu'on doit pouvoir revoir pour éviter ce type de mesures qui, pour nous, valent à l'encontre des objectifs qu'on se fixe si on veut pouvoir, d'une manière générale, réduire les gaz à effet de serre. Bonjour Marc, j'avais deux questions sur deux thématiques. La première, c'est sur le slide qui est derrière vous, là, transport gratuit, qui est quand même une thématique assez... On voit beaucoup fleurir, je trouve votre proposition un peu frileuse, parce qu'on voit beaucoup fleurir d'articles dans les médias sur Dunkerque et la grande réussite des transports 100% gratuits à Dunkerque. Donc pourquoi ne pas décider courageusement de dire